Bon, du coup, on part sur Nicolas Framont. Alors, Nicolas Framont, c'est quelqu'un qui est un sociologue qui tient un magazine qui s'appelle Frustration Magazine, si vous le connaissez pas. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant, moi, je trouve. Et là, récemment, il a sorti un bouquin. Et donc, du coup, il passe un peu partout. Il est invité un peu partout et c'est pas mal. On va voir ça. Bonjour, c'est Nicolas Framont et je suis en entretien pour la chaîne À Gauche. Faut-il utiliser les termes marxistes pour lutter contre la bourgeoisie? Hum, Longtemps, c'est ce que j'ai tenté de faire et avec frustration, c'est plutôt ce qu'on faisait. On se disait, il faut vraiment utiliser des termes qui n'aient pas de connotation liée on va dire, au vieux combat ouvrier pour plus d'accessibilité. Donc, par exemple, on utilisait des termes comme les riches, les élites, en fait, tout ce vocabulaire là, qui est d'ailleurs en fait plutôt utilisé à l'extrême droite, parce qu'on se disait que c'était peut-être plus porteur, que c'était plus populaire. Ouais, ça, c'est la stratégie un peu populiste. Le peuple contre les élites. Bah, c'est typiquement la France Insoumise de 2017, ça. C'est la France Insoumise de 2017, et on voit pourquoi à la France Insoumise, ça a à la fois donné des gens qui sont partis plus type Tatiana Ventose, des gens qui sont même carrément partis en mode rouge-brun plus vénère que Tatiana Ventose, et puis ça a donné des gens qui sont partis vers la gauche. C'est un peu le problème de la stratégie, on dit pas trop les termes, et puis on dit les élites, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les élites? C'est pas une classe, les élites, et du coup, on n'est pas clair, parce que le peuple, c'est quoi? C'est pareil. Derrière le peuple, on peut avoir un discours en fait poujadiste qui met en avant le bon petit entrepreneur, je sais pas trop quoi. Et puis l'élite, ça peut être l'élite culturelle, le gars qui a fait des études, qui est un peu, je sais pas, un peu mondain, un peu trop sur, dit le sociétal ou des trucs comme ça. Et puis du coup, ben là, on part dans un truc carrément de droite. Donc je trouve ça un peu, ouais, un peu dangereux. Et c'est vrai qu'il faisait pas mal ça avec Frustration Magazine. Enfin, moi, je le remarquais aussi. Et en fait, on a pas mal changé d'avis là-dessus parce que en réalité, c'est vachement important de bien désigner de quoi on parle. Et parler de bourgeoisie, c'est parler d'une classe sociale et pas simplement d'un niveau de richesse. Ouais, Et en je suis fait, en d'accord. se focalisant uniquement sur le niveau de richesse, on parlait pas de tout ce qui fait l'essence du pouvoir bourgeois et de sa nature de classe, sa reproduction de classe dans le temps et tout ce que ça implique. Donc en fait, moi j'ai pas mal changé d'avis sur la question. Je pense que c'est pas mal d'assumer un certain vocabulaire, de l'insuffler de la façon la plus simple possible dans toutes les discussions, y compris les plus quotidiennes. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec la bourgeoisie, c'est ce que je fais avec la bourgeoisie et je suis assez content du résultat. Je trouve que c'est un terme qui... Ouais, je suis d'accord, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu te caches et que tu dis, faut pas dire communisme, après tu peux très bien dire, bah, si on dit pas communiste, on va pas dire socialiste non plus, ça fait peur. En fait, à la fin, tu dis plus rien, et ça n'empêchera de toute façon pas tes ennemis politiques de eux dire, bah regardez, c'est un communiste quand même, le gars, il est pour la retraite à 60 ans. C'est un peu ce que fait le PCF. Le PCF a voulu jouer tout doux, et puis à chaque fois, ils ont dilué leur programme. Et à la fin, ça reste le PCF. Bah, le PCF, ils ont gardé communisme, ils ont pu la faucille et le marteau et tout. Mais à la fin, si demain vous avez Roussel à 17% dans les sondages, je peux vous dire que Roussel, ce sera Staline. Vous aurez des documentaires sur comment le PCF a collaboré avec l'URSS. Ça sera fini. Donc ça sert à rien d'essayer de faire les gentils, et vaut mieux essayer de réhabiliter les mots, je pense, comme font Friot et Lordon, en disant, oui, bah, le communisme de Friot, et puis avec le communisme luxueux de Lordon, essayer de dire, en fait, le communisme, c'est pas tout le monde est charnier, quoi. qui était avait été très ringardisé il y a quelques décennies et ça fait pas longtemps qu'il est réutilisé, on va dire un peu plus massivement, et nous on le fait à Frustration et je le fais dans Parasite en l'expliquant à chaque fois, voilà, bien sûr toujours en disant ce qu'on entend par bourgeoisie, mais en fait le faire c'est nécessaire parce que on a besoin d'être un peu précis dans les termes, sinon effectivement, je prends un exemple qui permet de comprendre pourquoi il faut être précis dans les termes. C'est le terme de bobo, par exemple. Le terme de bobo, il a été beaucoup utilisé ces 20 dernières années. Il a été introduit par un néoconservateur américain dans les années 2000. Et ça a vachement marché parce que c'est un terme à la fois rigolo et qui permet de désigner un phénomène qui n'était pas trop désigné à l'époque, qui était alors nous, ce qu'on appelle la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire les gens qui sont pas tout à fait des bourgeois, mais qui sont quand même dominants dans la société et qui sont prescripteurs sur le plan. Il y a quelqu'un qui dit, c'est ce qu'on fait avec Mélenchon. Mélenchon, on dit, ah ouais, mais c'est Staline quand il est pas loin du deuxième tour. Bah, c'est exactement ça, ouais, c'est un peu la baise. Mais là, il parle des bobos, mais c'est vrai que c'est. Les termes un peu indéfinis comme ça pue. Ça pue parce qu'on sait pas de quoi on parle.
Et ça pue parce que ça peut être récupéré en fait de toutes les manières. Et ce que je vous disais avec le moment populiste de Mélenchon en 2017, c'est que ça a été récupéré de toutes les manières. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit ah mais Mélenchon en fait c'était ça, c'était la gauche progressiste. Mais moi je veux pas ça, moi je voulais le truc un peu plus rouge-brun. Et puis il y en a qui vont dire l'inverse, qui vont dire ah mais c'était ça et tout. En fait le peuple contre les élites. En fait peuple et élite, on entend tout ce qu'on veut derrière ça. Et puis c'est pareil pour Bobo. Plan culturel. Sauf que si tu utilises Bobo à la place de bourgeois, par exemple, déjà, bah, tu parles pas du même groupe social, et en plus, tu te focalises sur des critères culturels et pas sur des critères économiques. C'est-à-dire que tu parles plus d'exploitation au travail, tu parles plus de l'imposition de modèles culturels, simili-culturels, etc. Et ce terme a tellement été utilisé en France qu'au bout d'un moment, on sait plus du tout ce qu'il désigne. Est-ce que les bobos, c'est des bourgeois? Est-ce que c'est des profs? Est-ce que c'est des instits? Est-ce que c'est des véganes? Enfin, en fait, voilà, tout ça ne marchait plus du tout. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Bobo, oui, ça, on aime bien l'utiliser, mais c'est quand même pas une classe sociale, quoi. On comprend pas trop de quoi on parle. Et est-ce qu'il y a vraiment une vision du monde des bobos? Parce que quand on prend des gens, par exemple des véganes qu'on va appeler des bobos, bah, ça peut être des gens qui sont pour l'écologie, je sais pas, l'écologie sociale, ça peut être des éco-socialistes, des gens très progressistes. En fait, mais les bobos, ça peut aussi être le gars qui regarde Quotidien, qui gagne 5000 balles par mois dans une grande ville et qui vote Macron. Et en fait, bah, on voit bien que les intérêts matériels de ces deux personnes qu'on va appeler bobos, en fait, n'ont pas vraiment de rapport. Par contre, voilà, je dirais qu'avec sa lumière, lui, il y a quand même une certaine blanchité qui ressort de son visage, et je trouve que, voilà, je me demande si au niveau racial, il passe, quoi. Sauf à faire une critique d'extrême droite, c'est-à-dire une critique identitaire et culturelle de la société de classe. Es-tu révolutionnaire? Je crois que je me considère de plus en plus comme révolutionnaire, dans le sens où je crois de moins en moins dans les alternatives dites réformistes de transformation des sociétés. Elles me semblent même moins réalistes. Enfin, je suis révolutionnaire par pragmatisme, pas par idéologie. Je veux dire, enfin, le terme idéologie, faut pas l'utiliser comme ça, mais je veux dire par là que moi, je vise une société égalitaire et une société sans classe, en ce qui concerne les rapports de domination économique, pour ne parler que de cela. Et pour ça, il y a différentes manières d'y parvenir, en tout cas théorisées comme telles. Il y a des voies réformistes pour ça. Et ça m'est arrivé de les défendre quand il le fallait, de soutenir. Ouais, bah, bon, moi je trouve qu'il y a des fois un faux dilemme entre réformisme et révolution. Parce qu'en fait, bah, ça dépend du moment historique. C'est-à-dire, c'est quoi être réformiste? Si t'es, je sais pas si t'es bolchevique 10 jours avant la prise du pouvoir. Enfin, en fait, ça dépend. Il y a des moments où il faut être révolutionnaire et des moments où on peut pas être révolutionnaire. Et être révolutionnaire, en fait, c'est être réformiste. Il faut être ce qu'il y a de plus pragmatique. En fait, il faut toujours s'adapter. Et il y a des types un peu ultra-gauchistes, souvent des trotskistes, qui sont des petits groupuscules ultra vénères, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent rien faire à un certain moment donné de l'histoire. Et à d'autres moments donnés, c'est eux qui sont mis en avant et c'est à eux de faire le taf, quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est un faux dilemme. On n'est pas soit en soi réformiste, soit en soi révolutionnaire, quoi. Soutenir par exemple des partis de gauche dans leur accession au pouvoir. Je l'ai fait, je l'ai un peu pratiqué parce que j'ai travaillé à l'Assemblée nationale 2 ans comme conseiller pour le groupe La France Insoumise, et ça a été une expérience qui m'a rendu plus révolutionnaire en réalité, parce que j'ai vu comment les institutions, si on ne change pas du premier abord, dès son arrivée quelque part, si on les bouleverse pas, eh ben elles reproduisent des schémas d'action et de pensée qui sont favorables à la classe bourgeoise. Donc c'est plus par pragmatisme que je me dis que la révolution, pour obtenir un changement véritable de société, est plus réaliste comme option que les options réformistes, républicaines, etc. Encore une fois, là le truc, c'est que pour le coup, on comprend pas trop ce qu'il met derrière révolution. Ça veut dire quoi? Il dit oui, c'est mieux que le réformisme. Ça voudrait dire du coup qu'on passe pas par la voie parlementaire, d'accord, mais qu'est-ce qu'il met derrière? C'est compliqué, hein, parce que révolution en soi, c'est pas quelque chose de clair, c'est pas un truc forcément violent, c'est pas un truc forcément on arrive avec des fourches et puis on vire tout le monde, quoi. Enfin, je me demande ce qu'il entend par révolution. Ce serait intéressant qu'il aille un peu plus loin que ça, parce que là il nous dit le réformisme, j'y crois plus trop, donc il croit plus trop au Parlement. À quoi il croit? C'est des questions qui sont pas évidentes, hein. Moi-même je dis pas que j'ai la réponse pour ça, hein. Le truc c'est que souvent, ce qui s'est passé en France le siècle dernier, c'était on avait des progrès sociaux quand on avait des gens dans les rues et quand on avait un pouvoir qui laissait un peu du mou. Évidemment, quand vous avez un pouvoir fasciste et puis que dès qu'il y a des gens dans la rue, on tire sur les gens, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des avancées. Par exemple, en 36, voilà, vous avez à la fois les gens dans les rues et puis vous avez à la fois le Front populaire, quoi. Et c'est ça qui permettait d'avancer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? C'est une question qu'on peut poser, hein.
Je comprends que quand il a été avec le groupe France Insoumise, surtout si c'était il y a 2 ans, donc c'était pas encore sous l'ère où il y avait 90 insoumis, mais où il y avait genre 15 insoumis qui gueulaient dans leur coin, où ça faisait pas grand chose, et puis il y avait la Macronie qui avait la majorité absolue, donc il faisait passer tous les amendements qu'il voulait, ben c'est sûr que ça donne pas envie de croire au réformisme. Je pense que le réformisme pur, enfin, je pense que personne ne croit au réformisme pur, quoi. Si vous pensez que juste des gens vont aller au Parlement et puis boum 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 faire tout passer et puis que la société va évoluer, ça me paraît très compliqué. Par contre, un parti de masse, un parti de masse qui arrive au pouvoir, enfin qui est très fort au Parlement et qui est soutenu par un mouvement dans la rue, là, ça me paraît beaucoup plus possible. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais c'est vrai qu'une révolution, comme on voit dans certains pays du tiers-monde et tout, les coups d'État et tout, déjà je sais pas si c'est souhaitable, et puis je sais pas si c'est possible dans un grand pays européen comme le nôtre, quoi. Et donc c'est en ce sens-là que je suis révolutionnaire. Après, Frustration Magazine est un magazine qui défend une ligne mixte, c'est-à-dire qui se prononce pas strictement sur la façon d'y parvenir et peut à certains moments défendre des options réformistes, mais je dirais s'oriente de plus en plus vers une ligne révolutionnaire. Après, être révolutionnaire, j'imagine c'est un terme bien présomptueux. Je pense qu'il faut peut-être pas trop en abuser, mais j'ai tendance à penser que c'est un bon. Oui, en tout cas, ça me définit de mieux en mieux, on va dire. Faut-il tendre vers une société? Ouais, et là c'est cool, ce qu'il dit, je trouve d'être ouvert, c'est-à-dire que voilà, c'est souvent un truc, je trouve, d'adolescent, de dire ah oui, mais moi je suis trotskiste, ligne machin, je ne crois qu'à telle révolution. Bon, c'est bon. Enfin, le but, c'est pas de se définir, c'est pas une identité. En fait, le militantisme, c'est pas censé être une identité, comme on dit qu'on aime bien Star Wars ou je sais pas quoi, quoi. Il y a un but, on essaie de l'atteindre, on essaie de voir, selon la situation présente, comment on pourrait au mieux l'atteindre, mais on peut pas dire à l'avance exactement comment faut faire, et puis si on fait pas comme ça, ce sera pas bon, quoi. Je trouve que c'est bien de se laisser de la souplesse, quoi. Société communiste ou une 6ème république? Oui, absolument, c'est bien ça. Il s'agit de tendre vers une société communiste. La question, c'est comment on y parvient. Et moi, j'ai toujours été ouvert là-dessus. J'ai pas de position de principe à arrêter. Comme par exemple, je sais pas, quand on est trotskiste, on a des positions de principe. J'ai pas de position de principe. Mais par contre, c'est vrai que j'étudie les options, on va dire, et je les ai un petit peu expérimentées. Et c'est vrai que par rapport à l'option réformiste type France Insoumise, c'est-à-dire l'option, on va dire, 6ème République, je suis de plus en plus sceptique, notamment parce que la frustration, on s'est beaucoup penché sur les années Mitterrand, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc Mitterrand avait quand même un programme plus révolutionnaire que la France Insoumise actuellement. Et pourtant, non seulement il a lâché, mais en plus, il a mis en place, via ses ministres, ses premiers ministres, une politique. Ouais, je sais pas si vous avez déjà lu le programme de Mitterrand, mais c'est costaud, hein. C'était pas un programme comme aujourd'hui. On a l'impression que quand on demande la retraite à 60 ans, c'est un truc de coco, couteau entre les dents. Mais le programme de Mitterrand, c'était un programme autrement plus de gauche que le programme de la France Insoumise, hein. Mais la France Insoumise, c'est vrai que le côté 6ème République sera peut-être mieux, mais ça peut faire peur quand même, parce qu'on sait pas trop comment ça va être fait, parce qu'aussi les gens aujourd'hui ils ont des affects quand même plutôt à droite, donc même si tu fais une assemblée constituante, je suis pas sûr que ça amène quelque chose de particulièrement progressiste. Donc c'est vrai que le truc de la 6ème République, moi je suis assez perplexe quand même. Très favorable aux capitalistes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que les leçons n'ont pas été tirées de cette séquence et n'ont pas été tirées par les membres de la France Insoumise. Ça, c'est une petite inquiétude que j'ai régulièrement. Et donc si je suis prêt à les soutenir de temps en temps, je reste circonspect. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vrai plan pour bouleverser les institutions et qu'en réalité, ça pourrait être pour certains une sorte d'affichage, mais que derrière, il n'y aurait pas de véritable objectif de bouleversement et donc de subversion de l'ordre bourgeois. Ça m'inquiète particulièrement. Pourquoi une certaine... Il y a Anna dans le chat qui dit « D'autant plus dangereux de jouer avec la Constitution dans une période de retour conservateur. » Mais oui, c'est vrai que c'est compliqué. Ils étaient obligés avec un PCF très présent. Bah oui, le PCF a permis aussi d'avoir cette ligne-là, mais ça a tenu 2 ans, quoi. Certaine gauche a peur du terme communisme. Bah, il y a un vrai problème à pas désigner le projet de société qu'on veut, c'est que du coup, ça entretient une sorte d'ambiguïté et qui explique pourquoi d'ailleurs on se retrouve tous plus ou moins dans le même sac, entre des gens républicains de la France insoumise, des gens d'extrême gauche. Globalement, on est très pudique quand il s'agit de dire quelle société on veut, ce qui permet aussi d'éviter de s'engueuler, j'imagine. Pour autant, le terme communiste, bah, il est évidemment problématique à cause du poids de l'histoire. Hein. C'est que quand même, la plupart, en tout cas en France, des collégiens, des lycéens ont appris que les régimes communistes, c'était ceux qui gravitaient autour du RSS. Est-ce que le terme communiste est entaché par le poids de l'histoire, ou est-ce que le terme communiste est entaché par une vision du monde capitaliste qui met sur ce terme un espèce de poids de l'histoire qui est vachement assombri aussi? Parce qu'en fait,
moi, je trouve que l'idéologie, c'est pas de dire des trucs faux, en fait. Bah, c'est de la mauvaise idéologie quand vous commencez à dire des trucs faux, ça arrive, mais ça, c'est à la marge. L'idéologie, c'est de dire des trucs vrais, mais de dire que certains trucs. Et du coup, de biaiser, en fait, le jugement des gens en montrant, par exemple, toujours les mêmes images qui sont plutôt associées à quelque chose de mauvais. Ils font très bien ça, par exemple, avec la figure de Mélenchon ou de la France Insoumise, où on vous montre toujours ce qu'il y a de mauvais. On va jamais vous montrer le bus insoumis qui passe dans les petites banlieues. On va jamais vous montrer des trucs bien, quoi. Et donc, du coup, on vous montre des trucs qui sont vrais, par exemple l'affaire Quatennens. Et puis, on fait comme si c'était le b.a.-ba du truc. C'est ça de l'idéologie. Et avec les pays socialistes, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que la pire défense des pays socialistes, c'est commencer à dire il n'y a jamais eu de goulag, il n'y a jamais eu de crime là-bas. Ça, c'est une défense qui est mauvaise parce qu'en fait, tu vas te faire défoncer par un historien. C'est pas le problème en fait. Je trouve que le problème, c'est que l'idéologie fait que on associe directement communiste à Staline, Staline à goulag. Comme si, alors on pourrait faire l'inverse. Quelqu'un de totalement pro-stalinien pourrait dire Staline, c'est la victoire sur le nazisme. C'est juste ça. Là, vous avez une autre idéologie, c'est-à-dire que vous dites un truc vrai, Staline, c'est la victoire sur le nazisme, c'est la réalité. Mais si vous dites juste ça, en fait, vous avez une image qui est vachement plus dorée pour Staline que pour Enlet. En fait, la réalité, c'est un truc aussi entre deux, c'est-à-dire qu'à la fois, va y avoir les goulags, des crimes, des choses comme ça, et à la fois, il y a la victoire sur le nazisme. Et d'ailleurs, on comprend pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire que s'il y a des goulags, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans un état d'urgence où il y a un truc assez militaire, assez hiérarchisé et tout. Donc bref... je trouve que lui, quand il dit oui, c'est entaché par le poids de l'histoire, c'est entaché aussi par le poids de ce qu'on essaie de nous montrer. On pourrait très bien montrer l'histoire des États-Unis avec les États-Unis. Je crois que jusque dans les années 60 ou fin des années 60, il y avait certains États encore qui refusaient de enseigner les lois de Darwin, en disant que ouais, ça allait à l'encontre en gros du catholicisme, enfin du protestantisme, et donc du coup que il fallait pas l'enseigner. Est-ce qu'on en entend pareil ça? Jamais. En fait, si vous faisiez une histoire des États-Unis en disant qu'à tous les 2 ans il y a une guerre, il y a un coup d'État fait par les États-Unis sanguinaire, et qu'en gros les mecs apprennent pas Darwin et leurs gamins parce qu'ils pensent encore que la Bible a raison, et que voilà, ils sont le moteur principal des guerres dans le monde depuis 50 ans, pareil, vous feriez une idéologie avec une image très noire des États-Unis qui ne correspond pas non plus à la réalité. C'est-à-dire que c'est pas que ça les États-Unis. Il y a aussi des bons côtés, il y a des mauvais côtés aussi, quoi. L'idéologie, c'est de nous montrer que les États-Unis dans leur meilleur côté, l'URSS dans le pire côté, et de nous dire maintenant tu fais le choix. Bah ouais, mais le choix il est biaisé parce qu'en fait on m'a montré que les bons côtés de l'un et que le pire côté de l'autre, quoi. C'est-à-dire en fait des régimes avec une société de classe mais différente, une société de classe on va dire bureaucratique, et une absence de liberté individuelle. Donc forcément, c'est pas rien, et je dirais que moi je balaye pas ça d'un revers de main. Effectivement, c'est un gros problème que ça soit associé à ça, et peut-être qu'on n'a pas encore assez travaillé sur comment faire pour que le projet qu'on porte soit radicalement différent de celui-ci. Et Bernard Friot alors? Ouais, non mais il a raison, de toute façon oui, il faut... Maintenant qu'on est dans la merde et qu'il y a de l'idéologie sur l'aspect communiste, il faut arriver quand même à redorer le blason et puis leur dire le communisme c'est pas les goulags. Mais bon, c'est vrai que cette histoire idéologique est aussi importante parce que ça peut se refaire, hein, on peut se retrouver, on peut porter l'écosocialisme, qu'il y ait l'écosocialisme je sais pas quoi en Colombie, qu'en Colombie il y ait des prisons politiques, qu'à côté de ça il y a quand même des bons côtés, et qu'on nous dise l'écosocialisme c'est les prisons politiques. C'est un peu insupportable comme avis, quoi. Tu parlais de Friot. Par exemple, nous, avec Frustration, on a une petite réticence quand on regarde le système de Friot. Alors, on l'adore comme théoricien du capitalisme, etc. Mais sur le projet du salaire à vie, il y a une grosse ombre pour nous, c'est que ça nous semble être un système très bureaucratique. En fait, il prend comme référence le système universitaire, avec des jurys de sélection, des classifications, etc. Bon, moi, j'ai travaillé un peu à l'université, j'étais précaire, donc forcément, j'ai pas vu les aspects aussi sympas que lui. Moi, le système universitaire m'a semblé être un système super mauvais, qui est vraiment très mauvais pour les individus, qui broie les personnes, qui est très compétitif, qui est pas du tout protecteur pour les plus pauvres et les plus précaires. Le système de collégialité, de jury, je l'ai trouvé très mauvais. Il peut y avoir beaucoup de complaisance, beaucoup de corruption. C'est intéressant parce que Friot, si vous regardez bien son projet politique, le communisme selon Friot, c'est le système où Friot est dominant, quoi. C'est le système où les fonctionnaires qui sont un peu tout en haut, le prof de fac, c'est le mec le plus haut dans la société, quoi. Ça en dit quand même quelque chose, je trouve, sur la vision du monde de Friot. Au-delà de ça, il y a des travaux qui sont admirables chez Friot, c'est pas le problème, mais il y a ce côté-là quand même de...
on va refaire un système de fonctionnariat un peu quand même où il y a du mérite, quoi, où on peut arriver tout en haut de l'échelle si on travaille plus et tout. Alors que bon, quelqu'un qui est prof de fac, il a peut-être travaillé plus. Peut-être aussi né avec certains gènes où le gars avait un QI un peu supérieur à d'autres, parce qu'il y a aussi un aspect génétique. Si tu as des parents qui ont picolé pendant la grossesse ou des choses comme ça, bah tu as quand même moins de chances de finir prof de fac. Est-ce qu'il faut que tu sois pénalisé à l'avenir parce que du coup tu vas peut-être pas avoir le meilleur niveau de qualification ou des choses comme ça, bah, ça peut se questionner. Et donc c'est vrai que ce système-là... je vais peut-être réveiller Frio parce que lui il est du bon côté des choses dans l'université, mais par exemple Nicolas Framont qui est plus jeune et qui a vécu du coup peut-être une autre université française, il trouve ça aussi plus dur, quoi. Donc il y a des critiques à faire, je trouve, sur Frio. Il faudra qu'on fasse une fois un truc plus long sur Frio. Système qui est bureaucratique, et je pense qu'il y a une vraie critique à faire de la bureaucratie. Moi, j'ai pas envie d'une société bureaucratique. Une société où les individus sont émancipés, c'est pas une société bureaucratique où on doit régulièrement passer des jurys de qualification devant on ne sait qui. Enfin, ouais, ça me va pas du tout en fait ce système total. Et du coup, le salaire à vie, moi, c'est même pas quelque chose que je souhaite pour moi. Je suis presque plus à l'aise dans la précarité un peu subie du capitalisme, vraiment à titre personnel. Car moi, ce que je déteste, c'est le lien de subordination, par exemple. Et ça, j'ai l'impression que même dans ceux qui défendent le communisme, même chez Frio, il n'y a pas trop de critique de ça. Moi, je trouve ça complètement fou, le lien de subordination. Je déteste ce patronat, je déteste tous les chefs. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de travaux sur ce serait quoi une société sans chef, ou en tout cas avec des postes de coordinateurs, si on veut, parce qu'il faut bien qu'il y ait des référents par moment, mais voilà, où on ne subisse pas en permanence de pression hiérarchique. Tu parles un peu d'anarchisme, du coup. Ouais, mais c'est intéressant sa vision, parce que c'est vrai que chez Frio, il y a ça, il y a ce côté un peu bureaucratique. Mais par contre, Frio, comme il dit, la Framont, bah, on n'a pas assez d'études sur ça. Frio, il a l'intérêt de proposer un système. Et ça, on peut pas lui enlever. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, on veut le communisme, on veut la fin du capitalisme. Et puis quand on veut dire oui, ça ressemble à quoi, il va te dire bah, je sais pas à quoi ça ressemble. Frio, il arrive, il vous dit bah, ça ressemble à ça, chaque personne serait là. Au niveau de la qualification, on pourrait augmenter son salaire de 1 à 3, machin. Je trouve que Frio a cet intérêt-là, c'est-à-dire de se mouiller, quoi. Alors que c'est facile de pas se mouiller, un peu comme certaines branches, des fois du marxisme, de dire ah oui, mais toute prospective serait déjà capitaliste, je sais pas quoi. D'accord, mais bon, on comprend rien. Et en fait, quand t'as quelqu'un de lambda qui dit bah du coup tu veux faire quoi, si tu lui réponds bah je sais pas, bah, bon, c'est pas très convaincant, quoi. C'est un peu abusé de faire passer Frio pour un autoritaire. Oui, non, mais bien sûr que c'est un peu abusé. C'est pas ce qu'on dit. Enfin, c'est pas moi ce que je dis, c'est pas ce que Nicolas Framont dit. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, quand même, avec cette histoire de qualification, de jury. Il y a un côté un petit peu. On est comme à l'université toute notre vie, quoi. Moi, je trouve que ça en dit quelque chose, quand même, de la vision du monde de Frio, qui est une vision du monde d'universitaire, quoi. Ça a ses intérêts et c'est. Comment ça s'appelle ses défauts aussi, quoi. Pas tant autoritaire que bureaucrate, oui, c'est peut-être meilleur. Oui, voilà, sans doute que, à frustration, en tout cas, peut-être qu'on peut dire qu'on se situe sur une file plus libertaire, même si pareil, c'est des grands mots. Moi, vraiment, j'essaie d'articuler ça avec des revendications quotidiennes qu'ont les gens, c'est-à-dire au travail être assez libre de ce qu'on peut faire, pas subir des cadences infernales, pas subir des pressions, pas subir des petits chefs, pas subir une bureaucratie, pas subir une société de cours, etc. Et moi, je vois pas ça dans l'alternative qui est proposée par Frio. Moi, elle me fait pas envie. Donc, du coup, je me dis que c'est peut-être pas encore ça, et que le communisme reste associé à un truc très bureaucratique. Et comme voilà, les alternatives mises en avant, c'est ça, ça nous va pas trop. Alors c'est vrai que la frustration nous... C'est intéressant quand il dit ouais, pas une société de cours, parce qu'il y a ce côté-là aussi, c'est que quand on commence à avoir un truc bureaucratique, on sait que des fois, voilà, va y avoir un côté un peu piston, un côté un peu comme ça. Après, est-ce que le communisme, c'est une société où il n'y a pas de piston? Peut-être pas, parce que c'est peut-être impossible en fait, une société où il n'y a pas de piston, tout simplement. C'est peut-être quelque chose... le communisme, c'est pas une société parfaite, quoi. Mais voilà, c'est quand même pas inintéressant, je trouve, la critique qu'il fait. On essaie de mettre en avant, on essaie de travailler vraiment sur un modèle de socialisation des moyens de production qui soit pas bureaucratique. Voilà, on en est encore qu'à l'ébauche de ça, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire que une société dans laquelle les gens puissent faire quand même un peu ce qu'ils veulent, qu'ils soient pas soumis à des jurys, à des qualifications, avec tout ce que ça a aussi de scolaire, hein, dans le système de Frio. Il y a quelque chose de très scolaire que moi qui me plaît pas trop. J'ai pas envie vraiment de vivre dans une grande université. Voilà, ça c'est quelque... Ah bah il lâche le terme, dans une grande université. Non mais c'est ce que je vous disais, moi je trouve qu'à chez Frio il y a ce côté universitaire en fait. Le communisme de Frio c'est une société en fait où Frio c'est lui le chef, quoi.
critique, évidemment, qu'il faut regarder plus finement. Mais c'est pour ça, je pense, pour en revenir sur la question du communisme, que c'est pas un mot très positivement connoté, parce que il semble pas, alors certes, il semble porter un idéal d'égalité, mais pas forcément de libertés individuelles. Et pour l'instant, la démonstration n'a pas encore été tout à fait bien faite que ça allait être le cas, je crois. Ah non mais oui, non mais là je suis tout à fait d'accord avec Framont hein, quand même. Hein. Parce que ce côté aussi liberté individuelle est intéressante. Hein. Je vous remets pas l'extrait de Sef sur l'individualisme, mais c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on commence à proposer le communisme comme une société égalitaire, on a perdu. Évidemment, c'est une société égalitaire. Tout le monde le sait ça. Mais c'est aussi la liberté individuelle poussée à son paroxysme en fait. C'est une liberté individuelle supérieure au capitalisme. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre aussi. Parce que dès qu'on commence à dire l'égalité contre le capitalisme qui serait la liberté, on a perdu. On a perdu et ça nous renvoie au goulag. On va nous dire oui, mais gna gna gna, naturellement on n'est pas égalitaire, et puis la liberté de faire ce qu'on veut, les gens vont pas vouloir, et puis vous c'est les prisons politiques, vous empêchez les gens de faire ce qu'ils veulent, machin. Non, c'est pas ça qu'on veut. En fait, on veut une société où chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il est libre de faire ce qu'il veut parce que justement, il n'est plus à courir après ses besoins, devoir vendre sa force de travail pour pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires, aux soins. Nourriture, avoir un toit sur la tête, enfin des choses comme ça quoi. Il faut vraiment faire attention à ça quoi. Le but du capitalisme, le communisme, c'est pas l'égalité contre la liberté qui serait le capitalisme. Quoi ? La plus grande victoire. Et puis quand on vous dit ça, faut bien dire aux gens, voilà, la liberté du capitalisme, c'est la liberté qu'a quelqu'un de vendre sa force de travail pour pouvoir survivre quoi. Vous êtes mère célibataire, vous avez 2 enfants à nourrir, quelle liberté vous avez sincèrement ? Vous avez quelques libertés formelles, mais concrètement, vous allez vendre votre force de travail, et puis voilà, si vous arrivez à payer un cadeau à Noël à votre gamin parce que vous avez bien travaillé, vous serez déjà contente, quoi. C'est ça la liberté. Enfin, vraiment, faut faire attention sur ça, quoi. Non, c'est aussi la liberté religieuse et la liberté d'expression. Évidemment, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on rend hommage à la bourgeoisie d'avoir dépassé la féodalité aussi. Hein. Le manifeste du Parti communiste, c'est toute la première partie sur ça, sur comment la bourgeoisie a dépassé la féodalité et comment ça a été un progrès pour l'humanité. Évidemment, il y a la liberté religieuse et la liberté d'expression. Ça, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, il y a quand même des choses qui restent... où la liberté reste formelle, quoi. Et où nous, on aurait envie quand même d'avoir une liberté un petit peu plus grande. Et c'est le communisme qui est porteur de cet espoir de liberté. Ça, faut le faire comprendre aux gens. C'est pas, le communisme, c'est pas il n'y a plus de liberté, mais on a l'égalité, quoi. De la bourgeoisie n'est-elle pas d'avoir confisqué l'usage de la violence ? Il y a une victoire de la bourgeoisie par rapport à la question de la violence, c'est d'avoir imposé des moyens de rapport de force politique qui soient institutionnels, donc pacifistes, mais en réalité complètement en sa faveur. Je pense par exemple aux élections, le fait que la bourgeoisie ait réussi à imposer l'idée que les élections en 5e République, en ce qui concerne la France, c'était l'alpha et l'oméga de la démocratie, et que tout le reste, finalement, c'était des dérivations un peu coupables de ça qui pliait le game, que les élections, c'était notre règlement des divergences politiques et sociales. Ça, c'est une victoire, parce que du coup, ce faisant, elle annule les autres possibilités qui ont toujours existé et qui ont fait avancer la société. Moi, je dis toujours que en France, les progrès sociaux ont été davantage obtenus par les mouvements sociaux que par les élections. Par les deux, au final, mais... ça, pour le coup, c'est dommage qu'il ait tourné complètement complotiste, mais il était intéressant, Chouard, sur ça. C'est-à-dire, l'élection, c'est aussi le droit d'élire des maîtres, et puis après, de ne plus être citoyen. C'est-à-dire, c'est une délégation, tous les 5 ans, de son droit de citoyenneté. Ça devrait poser question, alors qu'on nous met ça comme étant le b.a.-ba d'un pays, et puis comme étant la démocratie, quoi. Pour mettre en place ça, en fait, avoir ça ou avoir une bureaucratie, qu'est-ce que ça change ? C'est pas si évident, surtout quand on voit qu'à chaque fois, c'est les gens de la même classe qui se retrouvent élus, qu'ils soient de gauche ou de droite. Mais ça, une partie de la gauche, on n'est pas convaincu, mais voilà, historiquement, en 1936, les congés payés n'auraient pas pu être obtenus si on s'en était tenu à voter pour le gouvernement du Front Populaire. C'est pas... Oui, mais l'inverse est vrai aussi. Si n'y avait pas eu le gouvernement du Front Populaire, s'il y avait eu à la place un bon gros facho, je suis pas sûr qu'on aurait obtenu quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu des grèves et des occupations d'usines que les choses ont avancé. Pareil sur l'après-guerre. Le rapport de force, il était lié au fait que toute la résistance communiste et la CGT étaient des forces ultra puissantes qui pouvaient lever le petit doigt pour déclencher une grève, et que donc derrière les parlementaires et le gouvernement provisoire ont suivi, parce que ça reflétait cet état du rapport de force là. Et on voit que les élections sans rapport de force, on va dire au moins économique, dans la rue et dans le monde du travail, ça aboutit à des trahisons. C'est évidemment le cas de 1983 et même si c'était beaucoup plus attendu, de 2012. Donc ça, c'est une victoire d'avoir imposé, en tout cas pour moi, pas tant
je parlerai de la violence après, mais pour moi, il y a deux choses. Il y a Ouais, et puis on voit aussi, quand on prend 2005, que les élections, c'est-à-dire que les gens peuvent trahir, mais même quand tu arrives à faire passer quelque chose, si ça correspond pas à la classe dominante et que la classe dominante sait que tu vas pas aller dans la rue et sait que tu vas pas aller la renverser, elle fait passer ce qu'elle veut, et puis t'as beau voter non, elle dira oui, enfin voilà. Donc c'est vrai que ce contrôle populaire qui est la rue actuellement, mais qui pourrait être autre chose, ça pourrait être imaginé autrement. Le contrôle populaire, c'est pas forcément des jours de grève, ou on peut imaginer d'autres choses, quoi. Ce contrôle populaire, il est extrêmement important dans toute société, en fait. le dialogue et il y a le rapport de force. Et je pense particulièrement au monde de l'entreprise que je connais bien parce que je travaille pour les organisations syndicales, maintenant en freelance, mais disons que je forme et je fais des expertises pour les représentants du personnel en France. Et dans les entreprises, les privées comme publiques d'ailleurs, les directions ont imposé le terme de dialogue social et mettent en place tout un tas d'instances où les syndicats vont dialoguer. D'ailleurs, souvent on prend une réunion aiguë parce que du coup ils font quasiment plus que ça. Et ce qu'elle dénigre, c'est le rapport de force. Or, le rapport de force, c'est ça qui permet d'obtenir des vrais changements. On peut dialoguer tant qu'on veut, mais tant que celui qui dirige, il se passera rien. Alors que le rapport de force, donc qui peut être par se syndiquer massivement, faire des actions de blocage, des débrayages, voire de sabotage, en tout cas de grève pour ce qui est des actions légales, bah ça a été très dénigré comme étant vraiment le dernier recours, quoi. Le dernier recours quand vraiment les choses vont très très mal. Et donc ça, c'est une victoire idéologique, effectivement, parce qu'en fait, non, pour obtenir des choses, il faut être dans le rapport de force. Mm. Oui, après, on pourrait pousser son analyse un peu, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a eu un abandon, il y a eu moins en moins de grèves, il y a eu de moins en moins d'idées de sabotage, de choses comme ça. Pourquoi c'est aussi une question historique. C'est peut-être parce que à un moment donné, il y a eu un état des choses, je sais pas, entre les années 70 et les années 2005 par exemple, où on a eu au pouvoir une classe dominante qui a fait ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et ce néolibéralisme a en gros profité à bon nombre de personnes en France, et c'est-à-dire qu'en France, on a réussi d'ailleurs à délocaliser aussi pas mal de boulots de prolétaires, et c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que c'était une connerie, mais à l'époque, avoir son enfant et se dire mon enfant il sera pas ouvrier, mon enfant en fait il sera dans l'administration, mon enfant il sera dans la classe moyenne, mon enfant il sera universitaire ou je sais pas quoi, à l'époque en fait tout le monde le souhaitait pour son enfant plutôt qu'il soit ouvrier, et donc beaucoup de jobs d'ouvriers en fait sont partis, ont été mondialisés, quoi. Enfin bref, il y a eu toute une période quand même de relative stabilité et de relative efficience du système néolibéral avant qu'il rentre en crise aux environs des années 2000, quoi. Et forcément, quand on a une période comme ça, on se retrouve avec moins de nécessité aussi de passer par des actes, je sais pas, de sabotage. Les grèves, c'est toujours resté, et puis c'est presque une tradition quand même en France, les grèves, je pense que c'est toujours quelque chose qui est fait. Mais voilà, des actes un petit peu vénères et tout par le peuple, est-ce qu'il y en avait autant besoin qu'aujourd'hui ? Je pense que si aujourd'hui Nicolas Framont est en train de nous en parler, c'est parce qu'aujourd'hui on en a plus besoin, et aujourd'hui on se rend compte que le néolibéralisme, en fait, il y a eu une petite lune de miel et qu'en fait ça a détruit quand même beaucoup de choses, quoi. Ce qui ne veut pas dire forcément la violence, même si, et c'est tout le problème, c'est que le rapport de force est décrit par la bourgeoisie comme une violence. C'est-à-dire que la grève, maintenant, ils décrivent ça uniquement en termes de violence. Alors même d'ailleurs qu'en France, il s'agit d'un moyen, en France comme dans beaucoup de pays du monde, un moyen d'action légal, a priori. Et ça, il y avait Bégodeau qui le disait, c'est-à-dire la violence, ça veut rien dire la violence. Il faut dire la violence pourquoi ? C'est-à-dire que la violence en soi, est-ce que si vous vous faites attaquer dans la rue, que vous vous défendez, la violence est mauvaise ? Est-ce que si votre enfant se fait attaquer, vous arrivez, vous mettez un pain à la personne qui l'attaque, est-ce que la violence est mauvaise ? Non, la violence, c'est selon le but de cette violence, si elle est bonne ou mauvaise. Et donc du coup, la violence des manifestations, la violence des gilets jaunes, est-ce qu'elle est mauvaise ? Je pense pas, parce qu'au final, le but est plutôt juste, et c'est les gens qui sont dans les gilets jaunes ou qui sont dans des manifestations, qui subissent une violence constante d'un gouvernement, une violence à bas bruit, une violence un peu passive, mais qui pousse certaines personnes à pas chauffer chez eux, à mal se soigner, à mal manger, ou des trucs comme ça, qui sont des violences au final. Ça ne devrait pas être qualifié en termes de violence, c'est quelque chose qui est permis, qui est pacifique, mais comme pour eux, c'est une violence économique envers leurs moyens de production, eh ben ils ont requalifié ça en violence, et tout le monde a l'impression que c'est très violent de faire grève. D'ailleurs, les éditocrates parlent de blocage plutôt que de grève, à dessein. Donc déjà, il y a une première chose, c'est que même ce qui n'est pas de l'ordre de la violence a été requalifié en violence. Donc déjà, faire grève, c'est vu comme quelque chose de très très radical. Et puis ensuite, après les autres types de violences, on peut dire la violence envers les biens dans un premier temps. La violence envers les biens, elle est hyper dénigrée, c'est vu comme quelque chose de très très grave. C'est toujours les fameuses vitrines cassées. Or, la violence envers les biens,
provoque un Ça me rappelle quand il y avait le Fouquet sans feu là pendant les Gilets jaunes et que les mecs étaient en sueur. Comme si on avait quelque chose à faire. rapport de force. Le mouvement des Gilets jaunes l'a bien montré, hein, la dégradation du 8e arrondissement, le plus riche arrondissement de capitale, le 8 décembre 2018, ça a eu des effets concrets, c'est-à-dire qu'il y a eu une peur de la bourgeoisie, du patronat, il y a eu une peur pour la vie économique des grandes villes qui étaient touchées par les manifestations de Gilets jaunes, qui ont abouti à quand même une reddition du gouvernement sur un certain nombre de points. Donc la violence envers les biens, elle a payé. Ça, la violence envers les biens, c'est déjà une chose qui, en société capitaliste, est déjà assez radicale. Alors bon, encore une fois, c'est pas de la violence envers les personnes, donc moi je fais bien la distinction. Euh, et donc pour moi, la violence envers les biens, c'est quelque chose d'intéressant, qui a été un peu trop désinvesti. En ce moment, j'ai pas mal de trucs sur le sabotage, par exemple. Le sabotage, ça a été un mode d'action du mouvement ouvrier pendant longtemps. Donc c'est pas seulement s'en prendre à des machines, le sabotage, c'est aussi simplement ralentir la production. Et donc c'est bien s'en prendre à la production de biens. Et ça, actuellement, c'est vraiment le truc auquel personne n'ose toucher. Ou alors quand ils y touchent, voilà, c'est décrit comme quelque chose de très violent. C'est les grèves de transport qui empêchent les grands-parents de retrouver leurs petits-enfants au moment. C'est vrai qu'on a plus trop de sabotage. Et alors que c'est quelque chose quand même dans l'histoire, notamment de l'anarchisme, même l'histoire du mouvement ouvrier en général, qui revient souvent, quoi, des sabotages de machines. Mais on l'a plus. Je pense que aussi il y a un côté peut-être, oui, sacralisation et puis peur d'avoir des représailles trop fortes, quoi. Parce que disons que la sabotage, par exemple, du Fouquet's ou lors d'une manifestation, c'est impossible, enfin, c'est possible de savoir qui c'est, quoi, mais c'est plus dur, quoi. Alors que si t'es dans une usine et puis qu'au final tu te fais choper par les caméras de surveillance en train de saboter un truc, je pense que tu prends quand même grave cher. Au moment des vacances. Et puis ensuite, il y a la violence envers les personnes. La violence envers les personnes, pareil. Alors, la violence envers les personnes, pour moi, c'est très difficile d'avoir une position de principe là-dessus, parce que je dirais que il faut, comment dire, il faut qu'il y ait une finalité derrière ça. C'est-à-dire, moi, je vais pas me prononcer abstraitement sur s'il faut de la violence envers les personnes. Ça dépend à quoi ça sert. Ça a été expérimenté en Europe en particulier à travers on va dire le terrorisme d'extrême gauche, qui consistait à s'en prendre à des patrons ou à des dirigeants politiques, et ça a toujours été, enfin faut quand même voir, faut faire le bilan de ça, ça a toujours été catastrophique pour le mouvement social. Ça n'a porté aucun fruit, ça n'a rien donné du tout. Ça a été des épisodes qui ont vraiment retourné l'opinion publique contre l'extrême gauche. Ouais, bah c'est sûr qu'aujourd'hui, si quelqu'un va buter Bernard Arnault, je suis pas sûr que ça a un grand intérêt en plus, quoi. Parce que bon, évidemment, les individus portent les structures, mais c'est pas parce que tu tues un individu dans la structure que ça change grand chose, et puis tu passes vraiment pour le pire des connards, quoi. Parce que ont été mises en valeur les souffrances réelles, hein, des familles. Et voilà, on fait partie de la même humanité. Et quand votre père se fait descendre en tant qu'enfant, que vous soyez un bourgeois ou pas, vous êtes triste. Et ça, pour moi, ça me semble être difficilement défendable, d'autant que l'expérience a montré que dans ces groupes d'extrême gauche, on a quand même aussi des gens qui avaient envie de régler leur compte. Et donc, dans la violence physique envers les personnes, je trouve le danger, c'est toujours celui du règlement de compte, quoi. Je pense qu'il peut y avoir une forme de jouissance dans la violence, et puis on sait qu'il y a aussi des cercles de violence, c'est-à-dire que la violence mène à la vengeance, qui mène à la violence, etc., etc. Donc moi je peux pas décemment souhaiter qu'il se passe ça, et c'est pour ça que je dis toujours le meilleur scénario, c'est un scénario de rapport de force impliquant éventuellement de la violence envers les biens, ça me choque pas du tout, mais le meilleur scénario possible, c'est de pas avoir de violence physique envers les personnes, parce qu'on est dans des sociétés qui ne pardonnent pas ça pour plein de raisons, voilà. Et je pense que même quand on est, alors je sais pas si c'est Chose dans le chat, Claudie Clad qui dit: je rejoins Joseph Cap sur ce point, la CGT et les cheminots ont perdu en crédibilité auprès de la masse à force d'enchaîner les grèves tous les 3 jours pendant les années 90-2000. Alors, je connais pas par cœur l'histoire des grèves de la CGT dans les années 90-2000, la CGT cheminot, mais à la fois, bon, on peut dire oui, ils font grève tout le temps, mais je pense que c'est aussi parce que des fois on suit pas ce qui se passe, et parce qu'il y a une vraie restructuration, et puis un vrai démantèlement de la SNCF, par exemple. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, les cheminots ils gagnent trop pourquoi? Ils gagnent trop parce qu'ils faisaient des grèves. Je trouve que c'est dur quand même de dire ça, parce que si aujourd'hui les cheminots ils sont peut-être moins dans la merde que d'autres personnes, c'est peut-être parce qu'ils ont fait grève aussi, et parce qu'il y a eu des syndicalistes de combat et des gens comme ça, quoi. Je sais pas de quelle philosophie ça tient, entre guillemets, mais moi je pense que même dans un rapport de classe violent, même dans un rapport, même quand on a des violentes divergences idéologiques avec quelqu'un, rien ne justifie de lui ôter la vie. Voilà, moi je suis contre la peine de mort, et je vois pas ce qui pourrait justifier ça. Si on prend vraiment ça. Donc voilà, en plus des effets catastrophiques sur le plan stratégique de la violence physique, pour moi il y a les effets intolérables sur le plan, on va dire, humain.
Donc voilà un peu comment je te répondrai sur la question des violences. Faut-il former les militants? Ouais, je comprends son point, mais après, typiquement, c'est une question qui m'intéresse pas. Moi, vous allez m'entendre souvent dire ça, c'est-à-dire est-ce qu'il faut de la violence? Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ça dépend du contexte, ça dépend ce qui se passe. On peut pas dire non, on peut pas dire oui, comme ça de manière tout le temps. On peut sûrement dire qu'en général, on est mieux quand il y en a pas, et puis que s'il doit y en avoir, il y en a, quoi. Au terrain des manifs et à la violence policière? Bah, moi, je pense que oui, ça pourrait être très intéressant, mais ça dépend quel est le scénario sur lequel tu mises le plus. Moi, je pense que dans les sociétés capitalistes, ce qui peut vraiment faire basculer, c'est des grèves générales insurrectionnelles. Je pense que c'est le scénario même le plus crédible avant même les élections. Pour ça, si tu me disais, tu as un budget formation à mettre dans ton organisation, sur quoi tu le mets, bah moi, ma priorité, ça serait de former les travailleuses et les travailleurs pour que dans leur lieu de travail, ils soient tous en capacité de tenir tête au patron, d'organiser leurs collègues, d'être des super organisateurs. Et ça, on a un gros retard en France, même aux États-Unis, ils sont meilleurs, les syndicalistes américains, États-Unis en ce moment, parce qu'ils savent organiser les gens à l'échelle la plus petite. Ils savent créer des sentiments d'appartenance, ce qu'on fait pas parce qu'en France, on a un syndicalisme qui est très bureaucratique, qui est très loin du terrain. Et le militantisme politique, lui, il se fait en dehors du lieu de travail, c'est-à-dire uniquement dans la sphère citoyenne, électoraliste, etc. Et il y a une grosse différence entre le boulot et puis la politique de l'autre côté, quoi, en France. Et je pense que c'est aussi dû au fait qu'on avait avant un énorme syndicalisme et qu'on y a peut-être moins réfléchi. Et du coup, il y avait peut-être une grosse bureaucratie, mais parce qu'il y en avait aussi un peu plus besoin, parce que la bureaucratie, ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de monde en général. C'est débile d'avoir une bureaucratie dans un parti où il y a 50 personnes, quoi. Mais quand vous avez des millions de personnes à la CGT, vous êtes bien obligé d'avoir des échelons, des hiérarchies et tout. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes à la CGT, on a gardé la hiérarchie, donc ça c'est quand même problématique, quoi. Et puis en plus, ceux qui sont en haut sont peut-être moins révolutionnaires qu'avant, quoi. très peu d'organisations d'extrême gauche qui font bien ce travail, un peu lutte ouvrière, je vois des trucs comme Révolution Permanente ou le NPA, ils essaient de faire ça, mais il n'y a pas d'organisation de masse qui tente d'organiser les travailleuses et les travailleurs pour qu'elles soient en capacité d'organiser par exemple une grève. Et je pense qu'il y a un gros problème de ce point de vue-là. Et moi, c'est d'abord à ça que je pense que c'est ça qui est le plus à même de faire plier, de faire pencher la balance de notre côté. Qu'ensuite, en manifestation, on soit plus organisé, plus formé à tout ça. Oui, je pense que c'est une nécessité parce qu'actuellement, j'ai l'impression aussi que il y a un petit truc un poil malsain en France, c'est-à-dire qu'en fait, cette compétence, elle est réservée uniquement aux membres des services d'ordre, qui sont souvent des gens qui sont sélectionnés par rapport à ça, qui ont un rapport un peu strict aux manifestations. Et ça, je pense qu'ils se rendent pas compte, les gens qui sont dans ces services d'ordre, dans les syndicats, c'est que la manifestation, c'est quelque chose qui est assez obscur pour les gens qui en font pas beaucoup. Et quand t'arrives et que t'as le service d'ordre, que t'as les mecs, t'as l'impression que c'est des manifestants professionnels qui ont fait toutes les manifs depuis 50 ans. Toi, t'es là, tu comprends rien. Et puis t'as l'impression, voilà, que c'est une société dans laquelle on veut pas t'inclure, quoi, qui a un côté aussi traditionnel. Le mec, il fait ça depuis tout le temps, il a envie de faire toujours ça, et puis de gueuler, et puis voilà. Donc il y a ce côté, je vous parlais de tout à l'heure de la FI, qui est un peu une start-up politique, qui a réussi quand même à moderniser du coup son militantisme avec l'appli et tout. Et peut-être qu'il manque ça aussi, quelque chose qui fait que notamment les jeunes, bah nous, quand on arrive dans une manif, on comprend un peu ce qui se passe, on peut retrouver des gens, et que ce soit pas un truc où il y a d'un côté révolution permanente et puis deux trois groupes qui sont assez extrêmes et tout, qui sont dans leur truc, de l'autre côté les syndicats qui font la même chose depuis 40 ans, et puis toi, citoyen, t'es là, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Qui du coup sont eux-mêmes les forces d'encadrement des manifestations, empêchent qu'elles basculent, et c'est eux qui ont ces savoirs-là et qui disent aux gens quoi faire. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait pouvoir s'autonomiser par rapport à ça et savoir tous quoi faire quand une situation se présente. Je pense que ce serait une bonne chose. Y a-t-il trop de violence verbale entre militants de gauche? Moi, vraiment, je la constate comme toi. Ma crainte quand même, c'est que du coup, les milieux militants sont réputés comme violents, et donc des gens n'y vont pas pour cette raison. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec des ouvriers et tout, qui disent, bah ouais, mais les organisations d'extrême gauche, bon, déjà, c'est des réunions qui durent hyper longtemps, mais où en plus, les gens se parlent super mal. Or, t'es déjà dans un travail où on te parle mal. Ça c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait, qui ont peur de la gauche parce qu'ils ont l'impression que c'est un truc, soit où il faut être hyper connaître tous les courants. Des fois, il y a des gars, t'arrives, ils disent ah t'es quel courant? Non mais déjà, on peut peut-être parler des idées avant de parler, enfin de ce qu'on veut faire et tout, avant de dire exactement quel courant et tout. Enfin ça a l'air d'être quelque chose d'un peu pareil, un peu obscur, un peu presque comme une église, quoi, presque comme, enfin je dis une église, mais voilà, comme un groupement de personnes autour d'une religion, voilà. C'est vrai que ça peut faire peur, et en plus de ça, quand on a des gens qui s'insultent tout le temps, ça donne pas trop envie. Et typiquement, bah, les mecs comme Psychodélique, ils sont très forts pour montrer ça. C'est-à-dire qu'ils montrent que la gauche, c'est des gens qui se gueulent dessus, qui sont jamais d'accord pour des problèmes où la majorité des gens ne comprennent même pas le problème, quoi. Et du coup, bah voilà, chacun prêche son truc, quoi.
Wow, calme-toi, c'est super cool à l'église. Éventuellement, où il y a de la violence entre collègues ou dans ta hiérarchie. La famille, ça peut être ne pas compliqué. Pourquoi tu irais te faire chier avec des gens qui te parlent mal? Et moi, j'ai vraiment eu ce truc. Je l'ai pas mal supporté en étant étudiant, peut-être parce que j'avais plus de temps et tout, encore que je travaillais à côté. Mais bon, voilà, j'ai été militant dans des organisations d'extrême gauche, j'ai fait du syndicalisme étudiant, etc. Et j'étais sidéré. Enfin, à l'époque, ça me semblait normal, voilà, de voir comment on se parlait mal. Et là, ça fait longtemps que je suis plus dans des, je milite plus. Et il y a pas longtemps, on s'est remis à faire des événements pour notre magazine, dans des bars un peu militants et tout, parce qu'on connaît pas trop les lieux des villes où on va. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est de voir comment, au moment de la phase des questions, les gens se parlaient mal entre eux. Et d'ailleurs, nous parlaient mal alors qu'ils nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Enfin, moi, c'est des gens que j'avais jamais vu de ma vie. Et direct, ils ont des questions hyper agressives, hyper pleines de sous-entendus, soupçonneuses, le soupçon, quoi. Ah, c'est exactement ça, putain. Ah, mais ça le fait tellement. Ça mais d'autant plus, je pense, c'est accéléré par Twitter et tout, quand t'es un peu un militant internet. Enfin, les gens, quand on tweet, faut pas tout prendre au pied de la lettre. On tweet aussi en sachant que ça va faire des réactions, en essayant aussi de créer des réactions, parce que c'est comme ça, au final, que les réseaux marchent et tout. Donc, des fois, on a un avis qui paraît hyper tranché. Ça veut pas dire que dans la vraie vie, on veut pas en parler. Ça veut pas dire qu'on est sûr de tout-même. Voilà. Et il y a des types, des fois, enfin moi j'ai des MP des fois de mecs qui arrivent hyper vénères, qui m'expliquent ah non, moi je suis telle branche de marxisme, je suis situationniste, mais je suis pas debordien de base en fait, moi il y a ça et tout, tu peux pas comprendre, t'as pas lu ce livre là, t'es vraiment con, mais t'es là, mais mec, tu vas parler à 5 personnes en France, quel intérêt de ton truc quoi? Il y a vraiment ce côté-là, quoi, des gens qui sont soupçonneux, ils pensent que dès que, si t'as dit mal utilisé un terme, par exemple, tu utilisais classe sociale pour dire classe moyenne, alors qu'en réalité, dans la théorie marxiste, ce serait plus couche moyenne, le mec, il va te faire un procès d'intention en t'expliquant qu'en gros, t'es pas un vrai marxiste, que limite, limite, tu fais le jeu du FN, quoi. Enfin, il y a vraiment de ça. Hein. C'est-à-dire, on nous soupçonnait, je sais pas, ça peut être d'être trop réformiste ou voilà, souvent c'est ça. Bon, sachant que nous on s'en fout, enfin vraiment, on n'a pas d'option définitive, donc en fait, mais je me disais, c'est marrant, je vois ça nulle part ailleurs. Enfin, dans la vraie vie, les gens se parlent pas sur un ton comme ça quand ils se connaissent pas. Donc, alors c'est pas pour faire l'apologie de la bienséance bourgeoise, parce que je pense que la bienséance et la politesse, c'est pas forcément un truc bourgeois. C'est aussi ce qui nous permet de faire communauté. Et je pense que la force du mouvement ouvrier, d'ailleurs, c'est pas que je pense, quand tu regardes des bouquins, enfin notre histoire sociale de ces pays, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance, un sentiment de solidarité et de protection mutuelle. Or, moi je trouve dans les milieux militants, on se sent pas protégé du tout. Déjà, bon alors, dans les milieux militants électoralistes, t'as de la compétition liée au prochain siège au conseil municipal et tout. Moi j'ai trouvé ça fou. Une fois j'ai participé à des réunions de France Insoumise dans la ville de banlieue parisienne où j'étais. C'était peu avant les municipales, mais les gens Et là, t'as Thomas Guénolé qui arrive et qui dit je veux ce poste-là. se hurlaient dessus. En fait, sur la question de qui sera candidat ou qui sera adjoint à la jeunesse, alors qu'on s'en fout. Enfin, c'est pas, ça serait pas la révolution. Les élections municipales, ça change pas la vie des gens. Donc, ça vaut pas le coup de s'écharper comme ça. Et surtout, je me disais, mais quel sens ça a de se parler sur ce ton? Comment on va faire ensuite envie aux gens de nous rejoindre? Et bah, la réponse est qu'on fait pas envie aux gens de nous rejoindre. Parce que en fait les militants de gauche souvent sont un peu des sociopathes, tu vois. Ils parlent très mal aux gens, ils sont pas très, enfin il y en a des très bons qui arrivent à convaincre des gens et tout, mais t'as aussi plein de gens qui quand ils distribuent des tracts sur un marché ils tirent la gueule par exemple, tu vois. Ils sont pas foutus de dire bonjour. Et ça c'est un vrai problème parce que je me dis que cette question-là, alors la bienveillance c'est une notion managériale qui est un peu pourrie. Et d'ailleurs moi je vois plein d'entreprises privées où ils parlent. Non mais il a raison. Et en plus de ça, moi j'ai envie d'aller un peu, enfin de dire un truc un peu à côté, c'est que faut aussi se comprendre que le militantisme, c'est pas forcément faire partie d'un parti. C'est pas forcément faire le truc de base du militant, de je sais pas distribuer des tracts. Le problème aussi, c'est ça, c'est que des fois, il y a des normes de parti qui sont les mêmes depuis super longtemps. Comme je vous disais, la FI a un peu révolutionné le truc avec l'appli et tout, donc déjà ça a permis d'assouplir. Mais si vous voulez militer, si vous voulez représenter vos idées, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un parti. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. En fait, il faut trouver là où vous êtes bon. Il y avait une interview de François Bégodeau, il parlait de puissance, il parlait de la puissance chez Nietzsche. Et il disait, ben voilà, chacun a sa puissance. Il disait, je crois, je sais plus, il parlait de Frédéric Becbédé, il disait que lui, sa puissance c'était d'être drôle, mais qu'il n'avait pas compris, et qu'il essayait de surjouer certains trucs, et que du coup, il n'était pas dans sa puissance. Ben, c'est pareil pour le militantisme, il faut trouver votre puissance. Moi ma puissance je sais que c'est aussi de faire un peu de pédagogie, j'aime bien expliquer des trucs, j'aime bien parler et tout, bah, j'essaie de faire plus ça. Il y a des gens leur puissance ça va plus être de faire des trucs un peu graphiques, de faire des slogans, des logos. Il y a des mecs leur puissance, je sais pas, Glu Patate, sa puissance c'est de faire des shorts. On lui demande pas d'aller distribuer des tracts en fait, il peut distribuer des tracts en plus s'il veut, mais voilà, faut trouver quelque chose où vous êtes bon, il n'y a pas besoin de se normer parce que les militants disent qu'il faut faire comme ça, c'est pas pour autant qu'il faut faire comme ça en fait. Vous prenez Papacito, sa puissance c'est d'être marrant et de balancer des punchlines. En fait, le gars il a dû radicaliser
pas, 300 000 mecs vers la droite. Il faut le faire, quoi. Il faut vraiment aller vers là où vous êtes à l'aise et puis pas hésiter. Il n'y a pas besoin de. Si votre truc, c'est pas de faire des vidéos sur Internet, vous faites pas des vidéos sur Internet, on s'en fout. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas qu'un truc, quoi. De bienveillance et il traite super mal les gens. Donc c'est pas le bon terme, mais un peu le respect mutuel, le soutien, la solidarité, l'entraide. Presque sur le point de légitimer le militantisme Twitter. Bah oui, non mais le militantisme Twitter, ça sert pas à rien. Je veux dire, il y a aussi un intérêt à faire ça, quoi. Twitter, je sais pas si c'est la meilleure plateforme pour faire ça, mais voilà, je trouve qu'il y a besoin de monde partout. Il faut voir là, vous êtes bon. Si Twitter, ça vous casse les couilles, vous n'êtes pas obligé d'avoir Twitter. François Bégodeau, il a pas Twitter. Lui, c'est plus écrire des livres, faire des interviews, des trucs comme ça. Il y a besoin de tout le monde partout, en fait. Et il faut mieux faire quelque chose là où vous êtes bon plutôt que de se dire je vais faire comme machin alors que vous n'êtes pas machin et vous avez peut-être pas le même talent, quoi. Voilà, accorder le bénéfice du doute à la camaraderie, quoi. La camaraderie, moi je pense que c'est quelque chose qui est fort et qui peut faire venir des gens au militantisme, mais actuellement il en fait partir parce qu'en fait la camaraderie, je vois bien que c'est des gens avec qui tu t'entends très bien qui du jour au lendemain peuvent te pourrir parce que t'as dit un truc de travers, ou bien parce que tu vas être en concurrence avec eux sur un éventuel. Et ça, moi je pense que c'est très très répulsif. Et c'est pas. Ouais, c'est cette violence quand même globalement, elle devrait être dirigée vers nos ennemis, quoi. Ça semble cliché de dire ça, mais nous à Frustration, en tout cas, c'est un peu une règle. Ouais, mais il a raison, il a tout à fait raison, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, cette histoire de camaraderie, d'essayer d'être ouvert d'esprit, même entre nous, parce qu'il y a trop de concurrence, de gars qui prennent tout mal, qui veulent à tout prix te mettre dans une case, à tout prix te faire passer pour un connard et tout, si t'es pas d'accord avec eux, alors qu'en fait, enfin moi, j'ai plein d'avis sur plein de trucs. Mais je suis pas sûr de moi sur la plupart des trucs. Il y a des trucs où vraiment je m'y connais bien et tout, mais il y a des choses où je suis pas sûr de moi et on peut me convaincre. Et puis voilà, je m'y connais peut-être pas assez. Euh, Moi, je me souviens de mes premières discussions avec Wissam. C'était intéressant parce que on n'était pas d'accord sur plein de choses. On parlait. Moi, je viens pas du même. J'ai pas le même angle de vision que lui. Déjà, j'ai pas les mêmes origines, évidemment. Donc ça. Si moi je suis blanc, lui il est métis, je crois. Enfin, voilà, on arrive, on n'a pas exactement la même expérience de vie, on n'a pas aussi les mêmes auteurs qu'on a lus et tout qui nous font arriver dans le même point, mais on arrive et au final on se retrouve à se rencontrer sur un espace de discussion qui s'appelle Twitter. On se retrouve en fait à se critiquer beaucoup, c'est-à-dire que moi je comprends rien à ce que dit Boutelja, je lui explique que c'est une facho, et puis lui il m'explique en gros j'ai rien compris, et puis que c'est moi un facho en gros. En gros c'est ça, chacun se traite de facho, ça n'a aucun sens, quoi. Mais en fait, j'ai souvent ce côté-là, et je pense qu'il l'a aussi, c'est-à-dire que j'aime bien essayer de comprendre les gens. Je l'ai pas mis non plus dans une case, lui m'a mis dans une case, on a essayé de se comprendre, on a essayé de parler, et au final, cette espèce de reconnaissance, c'est-à-dire que moi j'ai senti qu'il me reconnaissait comme étant un autre militant, qui n'avait pas les mêmes avis, mais avec qui on pouvait parler, et moi j'avais l'impression que c'était pareil, et au final, du coup, on s'est retrouvés sur certains points, et ça m'a permis, moi, d'accepter quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même ligne que moi, qui vient pas du tout des mêmes courants militants, et d'accepter sa vision du monde et de me dire si ça se trouve j'ai tort sur certains points, si ça se trouve il a tort sur certains points, et de pouvoir se remettre en question, quoi. Si j'arrive, comme certains le font, c'est-à-dire j'arrive et je dis ah ouais mais Wissam c'est un islamiste, là c'est facile, hein, c'est beaucoup plus facile pour moi, je dis Wissam c'est un islamiste, je m'arrête là et puis il n'y a pas de discussion. Vous pouvez piquer les gens, moi je l'ai beaucoup piqué, j'évite d'en mettre maintenant des extraits de Brouilla sur internet, mais moi je vois plein d'extraits de Brouilla où je suis pas d'accord. Mais le problème c'est que quand tu le mets, tu te retrouves avec Raphaël Antoven qui te QRT, tu te retrouves avec toute la droite qui te QRT, donc c'est chiant. Mais voilà, moi il y a plein de trucs comme ça où je suis pas d'accord, mais si t'arrives en disant non mais de toute façon Rouya Boutelja, là elle essaie, ce qu'elle dit c'est faux, c'est juste pour essayer de se faire passer pour quelqu'un d'acceptable auprès de la gauche, mais si elle était au pouvoir elle installerait un califat islamique et elle couperait la tête de tous les homosexuels de France, si t'arrives avec une idée comme ça, évidemment t'arrives pas à parler aux autres. Donc ce que dit Nicolas Framont au final c'est tout à fait vrai, il faut un peu d'ouverture d'esprit, on est censé être le camp des gens ouverts d'esprit, et en fait on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, quoi. On se rend compte qu'il y a plein de gens à gauche qui sont pas du tout prêts à parler de choses, qui sont dans une gauche morale, et puis dès qu'ils peuvent te mettre dans un coin, soit je sais pas du gauchisme, soit islamisme parce que tu parles de décolonialité, soit facho si tu parles je sais pas de souverainisme, voilà, et ils le font, et puis comme ça eux ça leur permet de garder leur public de gauche. Je trouve ça ridicule comme truc, quoi. Qu'on se donne, c'est-à-dire que on a plein de désaccords avec les différentes forces de gauche, il y a plein de gens qui nous insupportent, mais globalement, nos munitions, on les réserve à la bourgeoisie et à ses satellites. Et quand on le fait
quand ça nous arrive de critiquer, je sais pas, une position de la France insoumise, on va mettre les formes, quoi. On va mettre les formes le plus possible, et c'est pas par complaisance, c'est parce que ça sert à rien de braquer les gens déjà pour que notre message passe, et puis que ça reste pas eux nos ennemis, même si on a des divergences stratégiques et politiques fortes. Donc je pense que bon, cette agressivité, elle est aussi liée au fait que c'est des milieux qui sont en vase clos, qui sont dans des entre-soi, où les enjeux c'est plus d'avoir raison face aux camarades que de convaincre le reste de la population. Et de toute façon, bon, ces milieux-là, c'est pas eux qui font changer la société. Le mouvement des Gilets jaunes qui a fait plus avancer la société française récemment, bah, c'était que des non-militants. Et d'ailleurs, ils voulaient surtout pas le devenir et ils craignaient absolument les drapeaux. Ah, faut se poser des questions hein, par rapport à ça aussi. Penses-tu que ce soit gênant? Ouais, non, mais là c'est une masterclass, hein. C'est une masterclass la réponse, hein. Parce que à la fois il a raison sur le fait, oui, des gilets jaunes. Pourquoi est-ce ils disaient oui, il faut pas de parti. Bah parce qu'ils avaient peur de tout ça, parce qu'ils ont connu tellement de militants qui leur ont cassé les couilles pour le moindre virgule en leur expliquant que non, ça c'était pas là et qu'il fallait penser autrement. Eux, ils avaient juste envie en fait d'être des adultes, quoi. C'est pas on n'est pas des enfants. Ils ont envie d'être un mec qui a 45 ans, qui est infirmier, qui fait les gilets jaunes. Bah, c'est un citoyen, il a envie de pouvoir dire ses idées. Il a pas envie qu'il y ait un type qui arrive et qui lui dise non, mais c'est pas exactement maoïste ce que tu dis. Hop, c'est pas bien, quoi. Mais non, c'est insupportable ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce besoin même. Les Gilets jaunes le montrent, de liberté et de pouvoir parler un peu de tout et de pouvoir agir en tant que citoyen, quoi. C'est assez insupportable sinon. Générationnel. Je te dirais que pour moi c'est pas générationnel parce que vraiment je vois ça enfin voilà, quand on fait nos événements on a aussi les bons vieux militants, on a vieux de la vieille et en fait ils parlent super mal aussi par moment, tu vois. Eux ils sont éprouvés par des années, des décennies de rivalité entre eux, ils se parlent grave mal. Donc je sais pas si c'est générationnel, honnêtement je sais pas, je crois pas. Je pense que il y a aussi que quand tu défends une cause qui a pas le vent en poupe, t'as les boules quand même évidemment. Donc ça peut se retourner aussi en mépris des gens. Moi je vois particulièrement des vieux militants, bah du coup ils viennent aux événements frustration, ils disent mais de toute façon les gens ils veulent plus bouger, ils restent devant leur télé à rien faire et tout. Bon moi ce genre de discours je trouve ça pas très intéressant, ça sert à rien. Je comprends qu'on soit un peu saoulé par moment, mais ça sert à rien. Pour moi quand t'es de gauche, ou en tout cas si t'es militant pour un changement de société, tu crois dans l'être humain quoi, par principe. Parce que sinon ça sert à rien. Mais c'est là où je kiffe Ruffin. Dans ce qu'il dit là, c'est il faut essayer de s'intéresser aux gens et puis pas considérer de toute façon c'est des débiles. Moi je suis en fait c'est la position du clerc quoi, cette position de militant qui aurait raison et qui a juste envie d'avoir raison quitte à sacrifier les copains quoi. Ruffin c'est peut-être pas un grand théoricien, c'est peut-être pas un type qui va venir sur le plan du discours te dire non mais tel penseur il pense ça, faut penser comme ça et tout, mais c'est un type qui a compris profondément les affects d'un certain type de population, qui est une population peut-être pas majoritaire, mais presque dans sa circonscription, c'est-à-dire des prolos blancs de campagne. Il a compris comment fallait leur parler, ce que Boutelja appellerait des beaufs, quoi. Et il a compris un peu leurs attentes. Et même si des fois, leurs attentes, peut y avoir quelques aspects un peu réactionnaires, peut y avoir quelques aspects un peu plus... je sais pas, pas super sexy pour la gauche moderne de 2021 qui a tout lu, lui il est là. Et il essaie de les prendre comme ils sont, quoi. Si c'est tous des cons, pourquoi tu te fais chier à changer la société pour eux? Ils la méritent bien cette société de merde après tout. Si c'est des cons léthargiques devant leur télé que tu décris, pourquoi tu te bats pour eux? Moi c'est toujours ce que j'ai envie de leur dire. Pourquoi tu te fais chier du coup, en fait? Tu ferais mieux de faire autre chose. Il y a plein de choses à faire, hein, plutôt que d'avoir un engagement militant ou de défendre des idées de gauche. Si vraiment tu penses que les gens c'est des cons et qu'il n'y a rien à faire, ne le fais pas. Vraiment c'est n'aide personne. Voilà. S'instruire. C'est exactement ça, Il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est le gauchisme de Lénine, mais oui c'est ça. C'est-à-dire que si le but c'est d'avoir raison dans le monde des idées, il y a raison dans le monde des idées. C'est très bien, il y a raison dans le monde des idées, mais c'est pas le but du militantisme politique, ça. Forcément acquérir des codes bourgeois. Alors en fait, je pense qu'il faut bien séparer le fait de s'instruire, de lire des livres, par exemple, qui est pour moi quelque chose d'assez neutre. Les livres, c'est un média comme un autre dans lequel on trouve des informations qui nous permettent d'analyser des situations. Ça, c'est une chose. Et après, il y a les codes universitaires, ça, c'est une autre chose. Et là, pour moi, il y a des choses qui sont de l'ordre des codes bourgeois, mais ça veut pas dire que tous ceux qui ont fait l'université les ont. Souvent, c'est ceux qui ont un rapport un peu plus scolaire à l'université. Je t'en citerai certains parce que nous, on a vraiment tenté de virer ça à frustration, de pas avoir ça. C'est par exemple parler d'un sujet ou d'un livre en faisant comme si tout le monde l'avait lu, voire relu, tu vois. C'est la mise en scène. Il y a une mise en scène de soi universitaire qui est carrément insupportable et qui existe beaucoup à gauche. C'est faire comme si, par exemple, on maîtrisait les classiques. À tort ou à raison, mais voilà, faire comme si c'était un préalable. Chéniaud sort de ça.
la citation, user et abuser des citations, quel que soit leur intérêt, pour montrer qu'on a une culture livresque. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a la différence entre la culture et la distinction culturelle. La culture, c'est voilà, c'est quelque chose que tout le monde a, qui nous permet de faire des choses, il y a différents types de culture. Et puis il y a la distinction culturelle, c'est la mise en scène de soi pour montrer qu'on maîtrise les codes de la culture légitime. Et là, c'est effectivement quelque chose qui sert pour la bourgeoisie et cette élite à se reproduire dans le temps et à montrer sa supériorité morale et intellectuelle. Donc, Ouais, non, mais oui. Bah, en fait, il y a des gens qui essaient de faire croire, voilà, qu'ils maîtrisent tout. Alors, c'est même pas vrai en général, hein. Mais en plus de ça, est-ce que c'est le but? En fait, la pensée, si ça a l'intérêt d'histoire de la pensée, c'est pour penser. C'est pas pour dire qu'on connaît, quoi. Il y a des gens, c'est des grands connaisseurs de philosophie, mais ils font jamais de philosophie. Est-ce que c'est intéressant? Moi, je pense pas, quoi. Et c'est pareil, pour le coup, dans le marxisme, moi, je connais bien, il y a plein de gens, c'est des marxologues. C'est-à-dire, ils connaissent Marx, mais ils font jamais de marxisme. C'est-à-dire, ils font jamais une analyse de leur société, en essayant de penser les corps sociaux, les corps sujets, quels sont les intérêts de chaque corps sujet, comment tout ça, ça évolue. Non, par contre, ils connaissent le marxisme comme leur poche. Et ils sont capables de te dire, oui, à telle ligne, il dit ça, donc le marxisme... En fait, ils définissent le marxisme. Ce qui leur intéresse, c'est presque un méta-marxisme, quoi. Mais on s'en fout, enfin, je sais pas qu'on s'en fout, mais c'est typiquement anti-marxiste de penser comme ça. Alors qu'il y a des gens qui sont matérialistes un peu par instinct. Ils utilisent peut-être pas les bons termes, ils ont pas de tout, mais au final, ils sont presque plus marxistes parce qu'ils arrivent à comprendre que les idées, la société dépendent d'intérêts matériels bien compris, quoi. Au final, c'est plus intéressant qu'un mec qui est un marxologue qui connaît tout Marx par cœur, mais qui fait jamais de marxisme, quoi. donc ça existe. Cette façon d'instrumentaliser la culture à des fins de valorisation de soi-même et de mépris des autres, ça existe. Mais ça recouvre pas tout le rapport qu'on peut avoir avec les livres, avec la littérature, avec les films, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment une certaine façon de se l'approprier, qui est pas tant sur la finalité de à quoi ça sert, mais sur le paraître. Et ça existe, c'est vrai. L'université est-elle une fabrique à petits bourgeois? Non, mais effectivement, moi je suis d'accord avec toi, il faut arrêter de faire comme si l'université c'était la même chose que dans les années 60. Par exemple, en France, l'université, c'est la marque, on va dire, des classes moyennes et d'une partie des classes populaires. La bourgeoisie ne va plus dans les universités. Donc, alors, et d'ailleurs, souvent les profs d'université sont formés ailleurs qu'à l'université, ils sont formés dans les grandes écoles. Donc, faut arrêter de se flageller là-dessus, de se dire qu'à partir du moment où on a fait des études, on est un bourgeois. Empiriquement, c'est faux. Voilà, sur nos classes d'âge, le nombre de diplômés excède bien le nombre de bourgeois. Ouais, je disais, il dit que dans l'université, c'est pas des bourgeois, mais c'est vrai. Aujourd'hui, quand vous allez en fac, en fait, c'est pas parce que vous avez une reproduction sociale de ouf et tout, c'est beaucoup moins vrai qu'avant. En fait, il y a beaucoup plus de gens qui vont à la fac. D'ailleurs, vous voyez plein de gens qui sortent avec un master 2 et puis qui vont pas trouver de boulot parce qu'il y a peut-être pas plus trop de débouchés à ces trucs-là. Beaucoup de gens qui y vont. Et puis les gens, par contre, qui vont peut-être être plus fils d'eux, ils vont faire soit des filières de fac qui sont un peu plus cotées, comme droit, médecine, ou soit plus ingénieur, ou soit plus des trucs, des écoles des écoles de commerce, des choses comme ça, quoi. Toi aussi t'es en Guyane? Ouais, je suis en Guyane, c'est pour ça. Le nombre de diplômés excède bien le nombre de bourgeois. Donc, faut effectivement pas se flageller avec ça, c'est très important. Qui est la petite bourgeoisie? Après, il faut aussi arrêter d'utiliser les termes à tort et à travers. C'est pour ça que nous, on est beaucoup sur les définitions. Mais par exemple, arrêter d'appeler tout le monde petit bourgeois sous prétexte qu'il a un bac+4, quoi. La petite bourgeoisie, ça désigne les petits propriétaires. Voilà, c'est tout. Et donc, si t'es pas un petit propriétaire, si t'es pas un petit patron, si tu loues pas plusieurs appartements, t'es pas un petit bourgeois. En fait, à la fois, moi, je suis content qu'on parle plus de bourgeoisie, et en même temps, quand on l'utilise à tort et à travers, ça m'emmerde parce qu'en fait, ça devient des outils de dénigrement, tu vois. Et qui sont mal utilisés. C'est pas parce que t'as fait des études que t'es un bourgeois. Voilà, ça, c'est sûr que non, hein. Et les professions libérales, tu les mettrais où? Médecin, avocat, qui... Tu vois, dans mon bouquin Parasite, je les classe plutôt dans la petite bourgeoisie. Parce que tu vois, c'est des gens qui ont un capital, qui font fructifier avec le temps, qui sont des notables dans leur ville. Tu vois, pour moi, la petite bourgeoisie, c'est ceux qu'on voit à l'émission des grandes gueules. J'en parle pas mal dans le bouquin, parce que c'est vraiment des gens qui font semblant d'être proches du terrain, d'être cash, etc. Mais dont tu vois qu'ils ont des revenus complètement délirants et qui sont tous des universitaires, des avocats, des médecins et des petits patrons. C'est ça, les grandes gueules. Ah, il décrit tellement Sarah Salman, l'avocate insupportable, pseudo grande gueule, alors qu'elle gagne 15K par mois et tout. Il y en a qui disent, ouais, tu vis en Guyane, je pensais que t'étais un pur parisien. Mais alors, ni l'un ni l'autre, je vis ni en Guyane ni à Paris, je suis pur provincial pour le coup. RMC, c'est exactement ça. Donc c'est la petite bourgeoisie. Mais voilà, la petite bourgeoisie, c'est pas n'importe qui. C'est pas simplement quelqu'un qui a fait des études et qui porterait une veste de costume. C'est pas ça, un petit bourgeois. Est-ce que les profs peuvent être classés petits bourgeois
Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, non, ils gagnent pas énormément. Par contre, ils ont un capital culturel important, les profs. Mais ils ont ni une petite boutique, les profs, c'est sûr, ni un job, genre, qui gagne pas mal et tout, comme ils décrivaient, là, les universitaires, les médecins, les avocats et tout, qui n'ont pas de boutique, mais qui gagnent quand même pas mal, quoi. Le capital culturel rend bourgeois. Non, le capital culturel rend pas bourgeois, mais peut avoir un aspect, du coup, de culture bourgeoise, quoi. A-t-on besoin de la bourgeoisie pour faire la révolution? Alors, c'est une idée qui est très répandue de dire qu'on a besoin des bourgeois pour faire un mouvement révolutionnaire réussi. Alors, historiquement, oui, il y a toujours eu des bourgeois quelque part. Par exemple, Friedrich Engels. Voilà, il y en a eu. La question, c'est à quelle place ils sont. Et encore une fois, comme tu le disais, ça dépend aussi quel est le besoin. On a eu besoin, pendant un temps, tout un moment, le mouvement ouvrier a eu besoin de gens lettrés, tout simplement, pour pouvoir théoriser, communiquer, etc. Mais c'est plus le cas, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une société de gens très diplômés, quelles que soient les catégories sociales, globalement, tous les, on va dire, les besoins fondamentaux pour lire, écrire, communiquer, sont globalement bien répartis dans la société. Donc moi, je dirais qu'on a moins besoin des bourgeois qu'avant, d'autant que les bourgeois n'ont pas le monopole, d'ailleurs, de l'intelligence. Et ça, je pense que le problème, c'est qu'à gauche, on a toujours ce sentiment que, quelque part, on a besoin de gens très intelligents, et que les gens très intelligents, c'est plutôt des gens qui ont fait des grandes écoles. Enfin, ça, tu l'entends beaucoup à gauche, tu l'entends dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, etc. Et moi, je pense que c'est problématique, cette histoire d'intelligence, parce que la politique, mener une politique révolutionnaire, c'est pas tant une affaire d'intelligence que d'intérêt de classe. Il faut que les gens qui ont des intérêts de classe communs s'unissent et arrivent à agir ensemble, donc de façon stratégique, unifiée, etc. Ça, pour moi, ça ne requiert pas des compétences qui sont délivrées dans les grandes écoles. Bien. Ouais, bien sûr, il a raison, surtout que c'est pas de l'ingénierie, quoi, la politique. C'est-à-dire que on peut définir tant qu'on veut les choses, mais en fait, vous pouvez être le meilleur intellectuel révolutionnaire du monde qui connaît tout sur tout. Si vous êtes dans une phase où la révolution est quasiment impossible parce que vous avez trop de... Vous avez une... Voilà, vous n'avez pas les bonnes conditions, la société elle marche parfaitement et tout, vous n'allez pas faire une révolution. Donc oui, c'est important de rappeler ça et de rappeler que c'est les intérêts de classe directe qui font les perspectives possibles. Par exemple, est-ce que vous avez une possibilité de révolution dans la Chine actuelle? Je pense que c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que les Chinois sont de plus en plus riches, parce que la classe dominante chinoise arrive en fait à promettre à chaque fois une meilleure vie, et que ça se passe. Et quand même, il n'y a pas, peut-être pas assez de liberté individuelle et tout ça. Le jour où ça va s'enrayer, parce que bon, la Chine elle va pas non plus croître indéfiniment, le jour où elle va s'enrayer, là il y aura des possibilités progressistes, et puis ces libertés individuelles qui manquaient aux gens, là où ils le voyaient pas, bah, ils vont commencer à le voir et dire ah ouais non mais c'est quand même bizarre, hein, y a pas assez de liberté individuelle. Déjà ils vont demander des libertés individuelles parce que eux ils seront un peu sortis de la famine et tout, parce qu'on pense quand même moins à liberté individuelle quand on est dans une situation de famine et tout ça. Mais en plus de ça, ils vont dire ouais mais même au niveau économique en fait c'est la merde, et du coup là il y aura des perspectives révolutionnaires. Mais quand t'as une société qui marche bien, bah t'as pas de perspective révolutionnaire. Et donc voilà, c'est vraiment les affects et les intérêts directs matériels de classe. On peut avoir plusieurs classes qui ont les mêmes intérêts et qui convergent, ça c'est tout à fait possible. Mais c'est pas le fait d'avoir les plus grands intellectuels qui font que t'es les meilleurs, sinon les droitards... sinon la gauche aurait gagné depuis longtemps. Les droitards, ils ont pas d'intellectuels, mais ils arrivent à avoir des intérêts communs et tout, et à faire monter leurs affects. Au contraire d'ailleurs. Et là, ce qui me va moins maintenant, c'est qu'effectivement, pendant tout un temps, il y a toujours eu, par exemple, des intellectuels issus de formations sélectives qui gravitaient autour des organisations politiques comme le Parti communiste. Mais par exemple, le Parti communiste dans les années 30-40, c'était un parti ouvriériste qui privilégiait l'origine sociale ouvrière de ses leaders et qui voulait pas être dirigé par des bourgeois. Et c'est plus du tout le cas maintenant. Le Parti communiste français, c'est un parti d'élus, de familiaux, hein, c'est des dynasties qui se reproduisent dans le temps. Ils n'ont plus rien d'un mouvement ouvrier. Et en fait, c'est pareil de la plupart des organisations politiques de gauche. La France Insoumise, c'est vraiment un mouvement de diplômés de Sciences Po Paris. Ces cadres en font partie. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent de la grande bourgeoisie, mais ils viennent plutôt de ce qu'on appelle la frustration, la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire la classe intermédiaire entre bourgeoisie et classe laborieuse, celle qui possède des capitaux culturels et qui est plutôt formée par la bourgeoisie et se situe au service d'eux. Et je trouve que... Ça, c'est ouais. C'est vrai, quand tu dis le PCF a évolué dans un truc où dès que tu croises un mec jeune au PCF, j'ai l'impression, le gars te dit ouais, c'est parce que mon père y était, parce que mon grand-père a été communiste, machin et tout. Et donc il y a un truc quand même qui est pas mal familial au PCF.
Ce qui crée aussi ce côté un peu refaisons le PCF de marché ou je sais pas quoi, parce que je pense que c'est des gens qui, dans les familles, en ont toujours entendu parler en fait. À côté de ça, ouais, la France Insoumise, même si aujourd'hui ils ont réussi à faire grimper au poste de député des gens qui étaient des gens de la société civile et puis des prolos et tout, quand on regarde le noyau dur des dirigeants de la France Insoumise, c'est quand même un peu tous le même type social, quoi. Que actuellement les mouvements politiques de gauche et certains mouvements sociaux même sont monopolisés par ces catégories-là. Et ces catégories-là, faut pas qu'elles disparaissent. Bien sûr qu'elles peuvent, enfin chacun peut apporter des trucs utiles à la lutte, mais la question c'est la place à laquelle on se met. Et je pense qu'on aurait besoin de mouvements ouvriéristes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas mal ça finalement. C'était un mouvement qui avait une autonomie de classe forte, c'est-à-dire que c'était les classes laborieuses par elles-mêmes, une certaine fraction d'ailleurs, pas toutes, qui s'organisaient ensemble, qui refusaient tout leader. Et donc moi, à travers le mouvement de Gilets jaunes, je vois bien qu'il y a une appétence pour ça, et que les gens n'ont pas envie d'avoir un prof au-dessus d'eux, quoi, qui leur dit quoi faire et qui leur délivre des grandes leçons. Or, j'ai l'impression qu'à gauche, les gens adorent la figure du prof, alors peut-être parce qu'ils en font beaucoup partie, et que c'est des gens assez scolaires, qui ont plutôt été des bons élèves. Ah, t'as la petite pique, peut-être parce qu'ils en font beaucoup partie. Le gars a capté. Donc ils ont un rapport aussi scolaire à la politique, et ils pensent qu'il suffit d'être quelqu'un de cultivé pour être quelqu'un de bien. Or, il y a Non, en vrai, les profs, il y en a quand même beaucoup, c'est des macronistes mentaux. Hein. aucun rapport entre les deux. Donc moi je dirais méfiance avec ça, quoi. Faut arrêter de se dire qu'on a besoin des bourgeois pour avancer. On a déjà tout ce qu'il nous faut pour avancer. On n'a pas besoin de rallier des bourgeois ou même encore plus de sous-bourgeois qu'actuellement. Il y en a bien assez, je dirais. Toujours, moi je fais bien la distinction entre la bourgeoisie et la sous-bourgeoisie. Hein. La vraie bourgeoisie, les propriétaires des moyens de production, ils sont pas dans les luttes. Hein. Ou alors il y en a très peu. Si certains grands éditeurs de gauche, par exemple, viennent vraiment de la grande bourgeoisie, il y en a quand même. 50% des agrégés ont voté Macron. Premier tour ? Dans les journaux, etc. Il y a des mécènes de gauche, c'est vrai, mais ça reste assez marginal. Non, ce qu'on voit partout, c'est la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire les gens diplômés des grandes écoles qui, je dis diplômés des grandes écoles parce que quand même ça permet de définir une classe sociale, parce que pour le coup, les diplômés des grandes écoles en France, c'est pas n'importe qui. Hein. La part des ouvriers, des enfants d'ouvriers, d'employés et de professions intermédiaires est très faible. C'est vraiment plutôt des enfants de médecins, de professions libérales, d'universitaires, etc. Donc, pour moi, c'est cette classe-là qui domine les organisations politiques de gauche à l'heure actuelle. Et c'est un problème parce que du coup, si on revient à l'exemple de Mitterrand, que j'aime bien garder en tête parce qu'il faut en tirer les leçons, c'est qu'on voit que le Parti socialiste des années 80, c'est un parti socialiste embourgeoisé. Et du coup, ils ont eu d'autant plus de facilité à renoncer à leurs revendications qu'il n'y avait aucun ouvrier dans leur rang pour leur dire qu'ils étaient en train de travailler. Voilà. Mais c'est vrai que ça c'est important parce qu'au final, quand tu as un parti, tu peux avoir une ligne et tu peux arriver à convaincre des gens sur une ligne qui est à l'inverse de leur vision du monde. Mais quand même, c'est beaucoup plus dur de tenir la ligne quand ça va un peu à l'inverse de la vision du monde de ta classe politique. C'est possible, hein, tout à fait. Mais par exemple, si tu arrives à avoir un mouvement, bah oui, un mouvement en faveur des ouvriers avec que des bourgeois, bah le jour où il faut bifurquer, ils auront moins de mal à le faire que si c'est que des ouvriers, parce qu'ils ont... C'est quand même moins dans leur trip. C'est pareil au niveau antiraciste. Si t'as un mouvement antiraciste décolonial avec que des blancs, il y a quand même plus de chances que les mecs, un jour, s'il y a besoin, ils dérivent, que si c'est quand même énormément de gens issus de l'immigration qui auront l'impression de trahir leur famille en trahissant ça, ou des choses du genre, quoi. Faut quand même, il y a une certaine matérialité des choses, qu'on peut pas aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas se mentir non plus, et des fois, je vous parlais de militantisme, de mettre en avant votre puissance, mais il faut mettre en avant aussi ce que vous êtes. C'est-à-dire que voilà, vous venez de tel endroit, vous venez de telle classe sociale. Il n'y a aucune honte à ça. Faut juste l'assumer. Faut arriver à faire avec, quoi, à essayer de justement des fois de parler aux gens qui sont comme vous ou voilà. Enfin, moi je vais pas faire comme si j'étais un pur Parisien et puis essayer de voir de rentrer dans la sphère de tous les youtubeurs parisiens qui se connaissent tous là. Non, parce qu'en fait c'est pas ce que je suis et je me reconnais pas là-dedans, quoi. Et du coup, bon, pour le coup à gauche, moi je pense que ça a plutôt de l'intérêt de pas être parisien parce qu'il y a on est trop en retard en fait à gauche sur l'aspect campagne, l'aspect province. La droite est trop en avance dans cet aspect. On a besoin de travailler là-dessus aussi, quoi. On a besoin de trouver comment faire pour que les gens qui soient des classes populaires à la campagne, ils arrêtent d'être désabusés parce qu'en fait, bon, ils votent à droite, mais ils votent aussi surtout pas en fait. Parce qu'en fait, ils sont totalement abandonnés, ils ont cette sensation d'abandon, comme peut y avoir aussi dans les banlieues aussi. C'est-à-dire que les mecs, ils voient qu'au fur et à mesure, les hôpitaux ferment, qu'au fur et à mesure, l'école, ça devient pourri, ils ont aucun envie de... Ils ont l'impression qu'en fait, c'est mort, ils ont l'impression que c'est une classe qui a été oubliée, quoi. Donc je pense que c'est important de pas
arriver avec exactement les mêmes thèmes, avec exactement la volonté d'avoir le même public que quelqu'un qui serait parisien, qui viserait, je sais pas, qui viserait les gens de Sciences Po Paris, si vous l'êtes pas et que vous vous en foutez, quoi, faut pas se trahir. Évidemment, si vous visez ce public-là, c'est le public peut-être qui a le plus de poids actuellement dans la gauche, c'est peut-être le public qui est le plus intéressant si vous voulez en vivre ou je sais pas quoi, mais bon, c'est pas non plus le plus intéressant au niveau militant et c'est pas ce que vous êtes, quoi, faut pas se trahir, quoi. Et donc pour moi, ça reste l'exemple. Si on veut un vrai changement de société qui bénéficie à tous, il faut que le mouvement qui le mène soit représentatif de cette société-là et de ceux qui vont en bénéficier. Parce que si... Suffit d'arrêter de les mépriser. Bah ouais, non mais bien sûr. Bien sûr, il y a un mépris aussi. Il y a tout un mépris de centre-gauche envers la campagne. Enfin moi je vois ça par exemple au niveau de la chasse. Moi je viens de la campagne, je suis une famille de chasseurs et tout. J'ai l'impression qu'il y a un discours des fois sur... tout ce qui est comme ça, campagne, chasse, machin, de gens qui n'ont jamais foutu un pied en fait à la campagne, jamais foutu un pied avec des chasseurs et qui ont l'impression que c'est des types, c'est des énormes viandards qui tirent partout et qui sont tout le temps bourrés et tout. C'est vrai pour une partie, hein, je dis pas le contraire, et d'ailleurs je le sais, j'ai expérimenté, il y a toute une partie de mecs comme ça, mais il n'y a pas forcément que ça, et si vous avez un discours où vous êtes là en mode on va interdire la chasse, et ben vous vous aliénez tous les mecs qui sont de la campagne quasiment. Vous en aliénez énormément quoi. Alors que en fait... moi, dans ma famille, la chasse, c'est plus des gens qui se promènent dans des forêts, qui se promènent dans des chemins et tout, parce qu'ils aiment bien se promener, ils tuent un pigeon de temps en temps. C'est-à-dire, c'est pas des gars qui vivent pour le sang, et puis c'est presque plus un côté un peu promenade, un côté un peu plus nature, que un côté j'ai envie de... Enfin, c'est pas Ban et Cigare, quoi. Et c'est pour ça que ça m'amuse d'ailleurs, tout ce truc un peu à la Ban et Cigare, à la Papacito aussi. On voit qu'ils fantasment la campagne. Je veux dire, la campagne, c'est pas avoir des 4x4 Jeep à 50 000 balles et puis tirer à la calache dans des animaux. Enfin, je veux dire, personne ne fait ça. À la campagne, les mecs, ils ont un C15 tout pourri et puis ils ont un flingue, enfin, pas un flingue, un fusil juxtaposé qu'ils ont acheté 200 balles à la bourse aux armes du coin. Ils font leur bail et voilà, c'est pas... c'est pas le truc comme l'imaginent les droitards, quoi. Les droitards, en fait, ce qu'ils imaginent de la campagne, c'est vraiment la vision américanisée de la campagne et du mec qui vient peut-être pas de la campagne aussi, quoi. Enfin, moi, vraiment, je me pose des questions. Quand tu vois Ban et Cigare, tu vois un mec plus un texan mental qu'un mec qui est de la campagne française. Parce que la campagne française, ils accepteraient pas ça et le but, c'est pas d'avoir le plus gros 4x4 tout neuf, machin, quoi. C'est un peu ridicule. Dur d'être écolo et allié avec la chasse. Non, mais en plus, la chasse, c'est une question. Moi, je suis pas à fond pour la chasse tout le temps et tout. Mais genre, les gars qui arrivent et puis qui t'expliquent, en gros, alors qu'ils ont jamais vu un chasseur de leur vie parce qu'ils vivent en centre-ville de Lyon, que les chasseurs, c'est forcément des mecs, des mecs affreux, toujours bourrés, qui font exprès de tuer pour tuer et tout. Bah, en fait, quand tu l'as vécu, c'est pas vraiment le cas, quoi. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Ouais, c'est ça. Il y a le bon et le mauvais chasseur. C'est l'esthétique virile qui leur plaît. Mais ouais, c'est le cas, quoi. Alors qu'en fait, la chasse, c'est quand même beaucoup de vieux papis qui font ça comme l'activité qu'ils ont toujours fait, quoi. Tu penses qu'il faudra mener un combat culturel contre l'extrême droite internet pour récupérer tout ce qui tourne autour du patrimoine, des terroirs? Bah ouais, non mais je pense, sincèrement, je pense qu'il faut le faire. Pas forcément en essentialisant la tradition, tout ça, mais il y a plein de choses qui sont même pas, en fait, qui sont ni de droite ni de gauche aussi, quoi. Enfin, le terroir, je sais pas, la gastronomie, tout ça, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche? Je suis pas sûr que ça a un grand intérêt, quoi, de poser cette question-là. Après, moi, je sais que moi, je m'intéresse pas mal au milieu du vin, tous les petits vignerons qui s'installent maintenant et tout. Les gens ont l'impression que le milieu, par exemple, du vin, moi, j'ai souvent vu ça sur Twitter, c'est un truc qui est de droite. En réalité, les mecs qui ont 2-3 hectares, qui sont vraiment sur des démarches de réhabilitation d'une certaine viticulture paysanne, tout ça, en fait, ils sont beaucoup plus à gauche qu'on le pense. Et le problème, c'est qu'on n'est jamais là à mettre ça en avant et à dire, bah regardez, il y a des gars, c'est le terroir, et à la fois, c'est une démarche anticapitaliste, c'est-à-dire qu'on arrête de industrialiser à fond et tout la viticulture, on arrête de foutre des pesticides partout quand il n'y en a pas besoin pour dire que voilà, on va produire plus. C'est une démarche aussi locale, de production locale, enfin plein de choses comme ça. Et puis,
ces mecs-là, bah, les droitards, ils pensent limite qu'ils sont avec eux. En réalité, c'est pas le cas. En réalité, dans la viticulture, je pense que les gars qui ont des gros domaines et tout, notamment dans le Bordelais, les trucs qui coûtent un peu cher et tout, souvent des mecs de droite. Mais le petit paysan qui s'installe avec une démarche de viticulture un peu saine, paysanne, humaine, locale, machin et tout, c'est souvent des mecs de gauche, voire d'extrême gauche. Mais on le met jamais en avant, parce qu'on a presque honte de ces trucs-là. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Ouais, mais les gauchistes ont décidé que la chasse, le vin, la viande, c'était de droite, alors parti comme ça. Non, mais il y a un peu de ça, et c'est pour ça que Roussel le fait très mal, je trouve. Roussel, il essaie de récupérer tout ça. Moi, je pense qu'il fait très mal parce que déjà, lui, c'est pas sa puissance, et lui, on voit que c'est faux. Moi, quand je vois Roussel parler des prolos, de la viande et tout, moi, je vois un mec qui surjoue un truc. Ça sonne faux, ça sonne pas comme un type qui aime vraiment ça et tout. Genre, je sais pas si vous avez un. Je verrais Philippe Martinez faire ça, j'y croirais plus, quoi. Où vous voyez un type à la. Je sais pas, la José Bové, à la Lassalle et tout, on voit qu'ils vivent un peu plus là-dedans. Mais Roussel, je trouve que ça marche pas, quoi. Oui, il a le mérite d'essayer, mais on croirait qu'il le fait exprès. Mais il y a tout un pan de l'agriculture locale, l'agriculture raisonnée. C'est intéressant, c'est une démarche qui va avec l'écologie, qui peut aller du coup avec l'écosocialisme, qui peut aller avec le marxisme. Et non, on en fait un truc de droitard et puis on dit il le faut surtout pas. Je trouve ça un peu débile, quoi. Depuis qu'il a une moustache, ça marche mieux. Mais ouais, mais c'est pour ça que j'ai une moustache, moi, c'est pour essayer de parler aux provinciaux que je suis. José Bové cramer des McDo, au moins. Sinon, bah, la sous-bourgeoisie et la petite bourgeoisie, mine de rien, elle a toujours des intérêts, un mode de vie qui fait que globalement, elle n'est pas tout à fait prête à y renoncer. Elle est parisienne, elle est diplômée, elle a accès à des revenus importants. C'est quand même aussi quelque chose. Et donc, elle n'est pas forcément prête à ce que tout va le dingue, quoi. Et ça, pour moi, c'est un problème. Un bon militant révolutionnaire, il est prêt à ce que tout va le dingue. Et donc, il fait en sorte de pas être dans un train de vie et dans un mode de vie qui l'enchaîne quelque part aux délices de la société capitaliste, dans la mesure du possible. Que penses-tu des affaires Quatennens et Bouaf? Revenons sur l'affaire Quatennens. Pour moi, c'est un truc qui est révélateur de plein de problèmes. La question, c'est pas est-ce qu'il y avait droit à la repentance ou pas. Oui, bien sûr, il y a droit à la réhabilitation. Ce sont leurs éléments de langage. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Hein. Il n'a pas simplement été réhabilité. Il a été sauvé il a été direct défendu. C'est-à-dire, ce qui s'est passé. Le mec fait son mea culpa dans une lettre. Alors attention, hein, cette lettre, elle était aussi une façon de préparer sa défense. Faut pas y voir. C'est bizarre que ça a été aussi mal géré quand même, l'affaire Quatennens. Hein. Enfin, moi, ça m'étonne. Ça aurait dû être fait un peu parler en groupe et tout. Et puis après, ils avaient une ligne, c'était clair. Après, je pense qu'il y a eu des trucs qu'on n'a pas su et tout. Mélenchon, il a peut-être voulu couper l'herbe sous le pied à certains groupes dans la FI. Je sais pas, bizarre. Voir que des intentions pures, donc il fallait la prendre comme telle. Des féministes ont quand même pointé du fait que dans cette lettre, il y avait des modes de défense classiques des maris violents, et que donc il fallait prendre ça avec des pincettes. Au lieu de prendre ça avec des pincettes, toute une partie des leaders de gauche, dont Mélenchon, l'ont félicité, en disant que c'était quelqu'un de courageux, etc., etc. Donc ça n'aide pas du tout le mec à faire amende honorable. En fait, pour moi, Adrien Quatennens aurait pu être l'exemple réussi de quelqu'un qui avoue avoir été un homme violent, et qui suit un parcours qu'on aurait décidé tous ensemble, collectivement, pour faire amende honorable. Mais vous savez quoi, ça l'aurait peut-être embelli en plus. C'est-à-dire que Quatennens, je pense que c'est un mec qui était apprécié. Moi, je l'appréciais et tout. Mais le fait que ça a été géré comme ça donne un goût un peu amer. Et aujourd'hui, quand on le voit à l'Assemblée, on se dit ouais, c'est quand même moyen, quoi. Le truc, c'est que si ça avait été bien géré, si voilà, il y avait eu décision de justice évidemment, la décision je sais pas de la France Insoumise machin et tout, il avait été mis en retrait, il serait revenu après avoir fait sa repentance, il aurait peut-être un peu plus dit qu'il avait compris machin des trucs sur les violences faites aux femmes, j'en sais rien, enfin il aurait pu passer même pour quelqu'un qui arrive à surpasser cette histoire, qui arrive à montrer que oui il a compris. Ça peut même l'embellir en fait. C'est débile, mais ça peut même, on peut même se dire bon bah c'est quelqu'un comme un ancien alcoolique et tout, voilà, quelqu'un qui a fait une erreur, mais c'est le passé, il a appris et il a fait tout le processus pour aller au-delà. Mais comme c'est fait, on a l'impression qu'on nous impose Quatennens. On a l'impression que non, Quatennens c'est quand même, il est soutenu par Mélenchon, donc non, il reste là. Et du coup, ça donne une animosité envers Quatennens, on se dit ouais, enfin c'est bon quoi. Au bout d'un moment, c'est pas Mélenchon qui choisit qui est où et comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait la repentance dans ce cas-là, ou comment est-ce qu'on gère les violences faites aux femmes, quoi.
tirer des leçons de tout ça, éventuellement en reparler plus tard, parce que ça permettrait aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme violent, etc., etc. Au lieu de ça, et donc ça aurait pris du temps. Hein. Pour moi, il aurait fallu effectivement qu'il démissionne, qu'il se représente devant ses électeurs, après avoir parlé de ça, après avoir pris du temps. Voilà, ça me semble être la base, et c'était pas 4 mois de retrait qu'il fallait. Mais au lieu de ça, il a été salué par toute une partie de la France insoumise, toute une partie des militants, et là il y a eu un truc générationnel, hein. Des militants de plus de 40-50 ans l'ont défendu becs et ongles sur les réseaux sociaux, ont attaqué les féministes, ont soupçonné tous ceux qui étaient critiques d'être des macronistes. Hein. Moi, ils m'ont fait le coup aussi, hein, alors que bon. Et donc, au lieu qu'Adrien Quatennens se sente pris dans une démarche, pour le coup, de réhabilitation, c'est-à-dire aller devant la justice, déjà le règlement par la justice, puis le règlement par la réflexion, puis la discussion avec des féministes, enfin, vraiment qu'on sorte par le haut de cette situation, il s'est senti conforté. Ouais, il aurait pu sortir et donc, a plutôt accablé son épouse, a eu la défense classique de n'importe quel homme politique français confronté à ces éventuelles violences sexistes ou sexuelles. Donc ça a été, la gauche a agi en la matière comme n'importe quelle organisation politique, avec tout ce que ça implique aussi dans le masculinisme. J'espère que ça aurait servi de leçon, quoi, parce que au moins, bon, ça s'est mal passé, mais j'espère qu'au moins la prochaine fois, si on apprend que je sais pas qui a levé la main sur sa femme, ou voilà, j'espère qu'au moins ils auront une méthode qui sera plus claire et que ce soit pas désastreux comme cette fois-là, quoi. Qui est, on défend les copains d'abord parce que l'amitié entre copains c'est plus important que la femme victime. Donc cette séquence a été catastrophique, mais il faut qu'on ne mesure pas les effets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les maris violents de terre de France se sont sentis réhabilités par la défense qui a été mise en place autour d'Adrien Quatennens. Donc sur le plan de nos idées, c'est un recul énorme. Et puis ce que ça dit aussi de la France insoumise et des organisations de gauche en général, c'est que c'est avant tout des sociétés de cours avec un fonctionnement clanique où finalement les principes ont moins d'importance que les personnes à défendre. Et avec aussi tous les mécanismes pour le coup de sacralisation des individus. Hein. Moi, je fais vraiment partie de ceux qui aimaient bien Adrien Quatennens comme orateur. Moi, j'ai même travaillé pour lui. J'ai écrit des textes qu'il a lus à l'Assemblée nationale. Mais Adrien Quatennens, il était basé de fou. Hein. Enfin, comme orateur, il est super fort et tout, en débat et tout. Lui et David Guiraud, ils sont super forts. Hein. Donc c'est pour ça que ça fait d'autant plus chier que maintenant... peut-être que les gens oublieront et tout, mais ça c'est dommage, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Alors que ça aurait pu être l'exemple de regarder, nous à gauche, on arrive à gérer nos problèmes de violence faites aux femmes, faites pareil avec Zemmour, faites pareil avec tout le monde, là, tous les gars qui sont mis en cause. Et puis après, vous nous rappelez, quoi. Alors que là, aujourd'hui, c'est regardez la gauche, quand il y a des violences faites aux femmes, tout le monde s'en tape. Bah, super, quoi. Il avait un talent certain, mais pour autant, j'estime que personne n'est irremplaçable. En tout cas, pendant quelques temps, il est possible de se passer de quelqu'un. Et c'est pas un héros qu'on doit défendre à tout prix. Et là, il a merdé. Il faut le dire, il faut travailler dessus, il faut en faire un objet politique. Au lieu de ça, il y a une défense qui a été mise en place et aucune leçon ne sera tirée de ça. Et toutes les personnes qui ont pu être violentes se sentent confortées par la façon dont il a été protégé, parce que finalement, il a été protégé. Et donc, du coup, on l'a empêché de pouvoir se réhabiliter. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler là-dessus, ce qui aurait pu être passionnant, et les féministes en parlent, hein, de la réhabilitation. Hein. Faut pas croire que l'alternative, c'est soit virer quelqu'un à jamais de tout et lui ruiner sa vie sociale, soit ne rien faire. Bien sûr qu'il y a des alternatives entre les deux. Sauf que là, en réalité, ce qui a été choisi, c'est juste de le défendre et de l'applaudir une fois qu'il est revenu à l'Assemblée nationale, à peine quelques mois après sa condamnation. Donc, pour moi, cette histoire, elle est nulle. Et tu parlais de l'affaire Tahabouaf, on voit bien, c'est pour ça que je te parle de société de cours. En fait, on voit bien que les principes quant aux violences sexuelles et sexistes ne sont pas utilisés de la même façon selon la position sociale de la personne accusée. Accessoirement, oui, je pense que la couleur de peau ça joue et que... Oui, je pense quand même aussi. Alors moi j'aime pas trop Tahabouaf en plus, mais je pense que quand même ça a joué aussi. Hein. Il y a un côté, Tahabouaf c'était le gars qui était pas forcément soutenu notamment pour ça, et... mais il l'a pris dans l'œil. Après, Tahabouaf, ouais, c'était quand même pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup, moi, particulièrement. D'ailleurs, j'étais bloqué par Tahabouaf sur Twitter, donc je pense qu'il ne m'aime pas. Moi, je pense que je dérange, en fait. Tahabouaf, il avait beaucoup plus d'ennemis qu'Adrien Quatennens pour tout un tas de raisons politiques, et donc il y avait plein de gens qui étaient très contents de pouvoir utiliser l'accusation dont il était l'objet pour s'en débarrasser. Voilà. Et donc finalement, ce que cette affaire montre, cyniquement, c'est que la question des violences sexistes et sexuelles en politique, finalement, peuvent être instrumentalisées, ou en tout cas dépendre du statut de la personne accusée, alors qu'il faudrait qu'il y ait une seule procédure réfléchie, qui soit pas le bannissement à jamais, la ruine, le suicide. Évidemment que non, personne ne veut ça, les féministes ne veulent pas ça. Moi, ce que je lis des associations, parce que je lis des femmes qui écrivent là-dessus, c'est que déjà, elles veulent une reconnaissance de ce qui s'est passé, elles veulent aussi une mise en retrait, parce que... Il y en a qui disent, ouais, c'est que... Tahabouaf multiplier casserole. Non mais c'est vrai qu'il multipliait casserole aussi, mais parce que bon, je pense qu'il était plus jeune, Tahabouaf, que... Ah quoi que je sais pas quel âge il a, Quatennens, j'aurais donné 35. Mais
Je sais pas, enfin, t'as Abouaf, il était un peu plus chien fou à faire tout et n'importe quoi. 32, ouais. Ouais, il est pas si vieux que ça. On peut pas être représenté par quelqu'un qui a été voilà, jugé pour violence envers son épouse, à minima, et que ça aurait été un respect de toutes ces luttes et de toutes ces femmes victimes. Et c'est pas ce qui s'est passé dans son cas. Et donc ça montre que cette question, elle reste hyper annexe dans les organisations de gauche, quoi, finalement. Ah bah s'il est jeune, alors ça va réintégrer tout de suite. Oui, oui, bien sûr, c'est maligne. Non, non, mais c'est pas ce que je dis. Mais je dis que oui, Bouaf, il était capable de faire des disaster class quand même beaucoup plus que Katniss, et du coup ça craignait un peu plus, quoi. Bon bah ça c'est fini, alors je sais pas si ça vous a plu là, le première partie de la soirée. Bah ouais, bah, on a Framont. Moi je trouve que Framont il est quand même beaucoup plus radical qu'on pourrait le penser. Je trouve que Framont, tout le début là, de la vidéo où il dit oui, faut réhabiliter le mot communiste, faut dire les termes, faut dire bourgeois, faut dire prolétaire et tout, bah, je trouve qu'on en a besoin, et je trouve c'est intéressant en fait de voir un type comme ça qui arrive et qui c'est pas forcément un gauchiste, quoi. C'est-à-dire que souvent on entend ce discours-là, mais de mecs qui sont dans des groupuscules et tout, qui visent pas forcément le pouvoir, enfin qui ici ils disent viser le pouvoir, mais c'est très bien que bon, ça va être très compliqué, quoi. Mais là on a un type qui vise une hégémonie, mais qui est quand même clair, droit dans ses bottes, qui dit oui communiste, qui dit voilà, le réformisme ça risque d'être compliqué, qui met en avant les gilets jaunes, qui est capable de critiquer la FI mais de manière constructive. C'est pas un anti-FI, c'est pas un gars non plus qui est bande sur la FI, qui va critiquer Friot. Donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, quoi. Je trouvais vraiment Nicolas Framont là très très intéressant, et je trouve que voilà, il est droit dans ses bottes, dans une vraie gauche, à la fois sur le côté féministe, sur le côté lutte des classes évidemment, sur le côté socialisme, sur le côté écologie, enfin voilà, vraiment bonne interview.